Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Dimanche Politique, votre émission qui se propose en 90 minutes de décrypter pour vous l'actualité. L'actualité aujourd'hui, elle est africaine, je dirais même qu'elle est panafricaine. Et vous aurez compris pourquoi quand mon confrère Loris Freddy Davor vous aura présenté notre invité. Nous sommes en direct sur Diaspora FM la 102.3 et sur Eden Télévision bien sûr, sur laquelle vous nous regardez. Loris Freddy Davor, bonjour. Bonjour James, bonjour fidèles amis, auditeurs et téléspectateurs. Celui que nous recevons aujourd'hui, sans doute, ne refuserait pas le qualificatif rebelle. Né le 19 décembre 1981 à Strasbourg en France, formé dans ce même pays, il se révèle rapidement être un excellent orateur quand au début des années 2000, il se révèle au public par ses prises de position qui le font rapidement classer dans la catégorie des agitateurs de la République. Afro-optimiste revendiqué, il nous le confirmera ou non tout au long de cette émission. Il devient rapidement une figure du radicalisme noir et du panafricanisme contemporain. Récemment encore, chroniqueur sur la chaîne panafricaine Voz Africa, il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages dont Supra-Négritude sorti en 2013, Black Nihilisme sorti en 2014 et Obscure Époque, une fiction géopolitique parue l'année écoulée pour ne pas parler de 2016. Militant anti-franc CFA, anti-impérialiste et souverainiste panafricaniste revendiqué, il a un parcours sinueux, ponctué bien évidemment de péripéties, mais dont l'ensemble bien évidemment semble ne pas varier. L'émancipation des peuples noirs. Auditeurs et téléspectateurs de Eden TV, celui que nous recevons, je vous le disais tantôt, aujourd'hui a pour nom Stélio Gilles Robert Kapochichi, mais il est mieux connu sous le pseudonyme Kémy Séba. Mesdames et messieurs, merci de nous préférer. Et nous entrons maintenant, sans autre forme de transition, dans l'actualité de notre invité, bien évidemment. Alors, qui est Kémy Séba, alias Stélio Gilles Robert Kapochichi? D'où vient le pseudonyme Kémy Séba? Bonjour Kémy Séba. Bonjour mon cher frère. Voilà. Qui est Kémy Séba? D'où vient ce pseudonyme? Alors déjà, Kémy Séba est né le 9 décembre 1981 et pas le 19 décembre. C'est mon petit côté rébellion qui parle. Déjà. Et qui vous salue. D'accord. Ensuite, quand on dit pseudonyme, par définition étymologiquement parlant, c'est le faux nom. Or, Kémy Séba est la traduction véritable de mon nom civil, de mon prénom civil. Stélio signifie étoile en italien. C'est le prénom que mes parents m'ont donné. Et comme vous le voyez à ma tête, je n'ai pas une tête d'Italien. Je ne ressemble pas trop aux joueurs de l'équipe d'Italie, quoique avec Balotelli, on aurait pu s'interroger. Et donc, j'ai préféré prendre un nom dans la langue originelle du continent africain, qui était le Medunetcher, comme l'explique le professeur Charanta Diop. Et donc, j'ai traduit Stélio en nubien ancien, en égyptien ancien, et ça a donné Séba. Et Kémy, comme l'explique Charanta Diop, c'est la terre, c'est noir, la couleur noire, l'Afrique, de manière plus globale. Et donc, ça a donné Stélio, version Afrique, ça a donné Kémy Séba. Donc ce n'est pas tant un pseudonyme, je dirais que c'est la traduction originelle du nom civique qui que reste mes parents m'ont donné. un pseudonyme, puisque c'est pas le nom. Tout dépend de l'acception qu'on veut donner, mais comme j'aime l'étymologie, pseudonyme c'est faux nom, Stélio est le prénom civil, la traduction originelle de ce nom c'est Séba, et donc ça donne quelque chose qui en réalité est une traduction, et non pas un faux nom si on veut jouer sur les mots, mais on se comprend. Très bien, on se comprend. Kémy Séba, expulsé du Sénégal il y a quelques semaines, nous parlerons de cet événement plus tard. Vous avez décidé de revenir au Bénin. Pourquoi avoir choisi de revenir au Bénin? Alors en priorité, j'ai décidé, c'était quelque chose qui était prévu, mais grâce à l'ineptie politique de Macky Sall, on a accéléré le processus. J'ai décidé de faire le tour des pays d'Afrique de la zone franc. C'est une tournée que nous effectuons. Et dans le cadre de cette tournée, j'ai profité aussi de ma volonté depuis un certain nombre d'années de réaménager la maison qui est la mienne ici, d'accord, et d'installer de manière, je dirais, longue et durable, un pied à terre dans la terre de mes pères, la patrie. La définition de la patrie, c'est la terre de ses pères. Il est extrêmement important que je sois ici au Bénin, sur la terre de Béranzin, parce que j'estime que cette patrie regorge d'histoire et qu'elle sera, je le pense, en ce début des années 2010, ou en tout cas en 2017, un centre de gravité, de résistance et de combat pour la lutte pour la souveraineté africaine. Alors, Kémy, bienvenue chez vous, puisque vous y êtes déjà. Merci. Comment appréciez-vous l'accueil à vous réservé par ces plusieurs centaines de sympathisants? J'ai été extrêmement touché.
Je pense qu'il faut appeler les choses clairement, les exprimer clairement. J'ai été extrêmement touché par l'accueil plein d'amour, plein d'intensité. Des frères et des sœurs qui attendaient depuis des heures, qui sont venus nous recevoir, malgré un dispositif policier qui avait été placé pour les écarter un petit peu de l'aéroport pour des raisons de sécurité, paraît-il. Mais j'ai été extrêmement touché de la démarche de tous ces jeunes panafricanistes béninois. Je tiens quand même aussi à préciser que depuis quelque temps, pour ne pas dire depuis 2 ans maintenant, dans tous les pays d'Afrique où nous allons, nous recevons un accueil extrêmement chaleureux de la société civile et de la jeunesse africaine. On a été au Mali, on a été reçu par quasiment un nombre de personnes, non, un peu moins important quand même. Au Burkina Faso, on a été reçu, on a eu un très bel accueil. Il y a même eu un reportage sur une chaîne concurrente de Vox Africa dessus, qui en parle. On a été au Tchad, on a été extrêmement reçu. Mais disons que le contexte de ma venue au Bénin coïncide avec la réalité géopolitique et on va dire les tensions, pour ne pas dire les scansions, qui existent suite à mon expulsion de la terre sénégalaise, suite surtout à la volonté du président Macky Sall de suivre les directives de la France-Afrique. Et donc par conséquent, tous les regards de la presse continentale et internationale étaient braqués sur la réalité béninoise en ce qui concerne ma venue, et je pense que ça a densifié et amplifié les choses, et c'est évidemment, je pense, une date qui sera retenue dans le temps par les personnes qui s'intéressent à la question de la souveraineté africaine. Et la date en question sera retenue dans le temps parce que le Bénin deviendra la base arrière de votre combat politique sur le continent africain. En tout cas, deviendra clairement, mon cher frère, un pied à terre réel, enraciné, aussi bien politiquement que traditionnellement, afin que le combat qui est le nôtre, on dit toujours qu'un arbre sans racine ne tient pas, il était important que je puisse avoir un pied à terre dans le sol de cette terre. Vous l'avez tenu longtemps sans ces racines béninoises? Pas tant que ça, parce que même si je n'y allais pas avec la lumière médiatique, j'ai fait quand même pas mal d'allers-retours au Bénin ces dernières années, sauf qu'il est vrai, ayant un emploi du temps chargé, j'ai fait plus de 60 pays ces dernières années, en espace de 2 ans et demi. Il faut le reconnaître, j'ai été en Amérique du Sud, j'ai été au Moyen-Orient, j'ai été en Asie, j'ai été en Afrique, j'ai été en Europe. Donc je n'ai pas pu autant aller au Bénin que je le voulais, parce que j'étais dans des voyages politiques pour observer aussi les mouvements de résistance un peu partout dans le monde. Il faut toujours s'inspirer de ce qui se fait ailleurs pour avoir une réflexion politique de fond, je le pense, tout en ayant toujours une démarche de recul à avoir et de distance critique à avoir aussi. Mais j'allais au Bénin à plusieurs reprises depuis que je suis jeune, pas autant que je voulais, mais c'est quelque chose qui est corrigé maintenant. Mais je précise aussi une chose, parce que même si on est Bénin, je ne dois pas changer mon discours, je ne le changerai pas, je suis africain. Et moi, ce qui m'intéresse, juste pour terminer dessus, excusez-moi mon cher frère, c'est toujours de rappeler aux nôtres que oui, nous devons nous revendiquer des terres de nos pères, certes, mais nous devons mettre en priorité ce qui nous réunit, en l'occurrence cette logique africaine. De telle sorte que quand je vais au Sénégal, j'étais sur la terre de mes pères aussi d'une certaine façon, parce que c'est la terre-mère. Et il est toujours important de désenclaver, de sortir de ces frontières imposées par la conférence de Berlin et de regarder les choses dans une dynamique continentale comme le voulaient les pères fondateurs du panafricanisme. Abordons maintenant le parcours singulier de Kémy Séba. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de ce combat que vous menez et comment ce combat a-t-il pris corps? Vous avez dit tout à l'heure un qualificatif qui est le vôtre et qui vous appartient, que je respecte. Vous avez parlé de sinueux. Il est évident que le parcours de tout homme qui vit dans un monde où la négrophobie est globalisée, la négrophobie est structurée, la négrophobie est parfois institutionnalisée, cela sous-tend que la personne qui voudra résister à cela sera obligée d'être dans une démarche sinueuse. Il y a un adage que je reprends à mon compte souvent dans mes ouvrages, qui dit que de l'ostracisation de l'homme par l'homme naît la volonté pour l'homme ostracisé de se constituer sa propre puissance. Notre population, a fortiori dans la diaspora, a été ostracisée de manière spectaculaire pendant des siècles. L'esclavage d'un côté, et même pour on va dire l'esclavage économique et l'immigration, puisque le dumping social entraînant les migrations de certains Africains vers l'Occident, puis par la suite des enfants qui naissent en Occident. Cela a fait que je suis né là-bas. J'ai connu un des racismes les plus violents, je pense, à une époque où être noir n'était pas à la mode, pour parler clairement. Et j'ai fait comme des millions d'afrodescendants. Je me suis adapté à cette question. Certains ont décidé de se coucher. Moi, j'ai décidé de me lever et de résister, de frapper fort au départ pour faire entendre la voix d'une population qui était ostracisée. Et ça a été la démarche qui est la nôtre jusqu'à aujourd'hui.
À votre début, Kémy Séba, vous avez été qualifié de suprémaciste noir. Et on le dit encore aujourd'hui, de nombreux écrits apparaissent sur les réseaux sociaux, sur Internet. Autrement dit, vous prôneriez la domination, la suprématie, la supériorité simplement de la race noire sur les autres. Est-ce que cette position est effectivement la vôtre et est-ce que vous la gardez, la conservez aujourd'hui? Alors, il faut toujours, c'est mon point de vue, et moi j'entends vos questions, mais il faut toujours, lorsque l'on entend une réflexion politique, chercher à savoir qui est-ce qui en est l'auteur, qui est à l'origine de cette information-là. Ça permet de savoir exactement où on se situe et où est-ce que l'on va. Il se trouve que ce sont les médias français qui, dès lors qu'on a commencé à se faire entendre dans la diaspora et ailleurs aussi, parce que je n'ai pas commencé à me faire connaître aujourd'hui, on a le combat politique que nous menons. Moi, j'ai commencé en 1999, on a été rendu médiatique en 2004, en 2017, donc ça fait un bout de temps. Et dès lors que, quand on veut tuer son chien, on dit toujours qu'on l'accuse d'avoir la rage. Eh bien, on nous a affublés d'un certain nombre de qualificatifs, souvent péjoratifs, visant à tenter de nous couper du giron médiatique et de nous faire passer pour des excités ou des fous furieux, parce qu'ils sentaient que nous étions dangereux dans le discours qui était le nôtre, parce qu'on touchait. Déjà à l'époque, on touche encore beaucoup plus aujourd'hui, c'est ce qui leur fait peur. On touchait beaucoup, déjà à l'époque, la jeunesse diasporique au départ. Suprémaciste, par définition, c'est celui qui prône la suprématie, la supériorité des siens sur les autres. Je ne prône aucune supériorité. Je trouve ce discours inepte, et bien souvent, ça vient de gens qui eux-mêmes, souvent, ont tendance à se qualifier comme étant le meilleur peuple du monde, ou le peuple élu pour certains. Mais dès lors que les Africains disent, comme le disait Cheikh Anta Diop et d'autres, que nous sommes à la base de la civilisation, et être à la base de la civilisation ne nous rend pas meilleurs que les autres, ça nous donne une responsabilité. C'est une nuance de taille de dire que ça ne nous rend pas meilleurs que les autres, mais ça nous donne une responsabilité. D'autres voudraient que nous soyons dans une démarche de suprématie. Je ponctuerai ma réflexion, ma réponse à votre question en vous disant une chose, qui est que le nègre a tellement été programmé par l'impérialisme occidental à aimer tout le monde à l'exception de lui-même, que dès lors qu'il prêche l'estime des siens, l'impérialisme appelle cela de la haine. Mais je dis et je répète que je fais partie de ceux qui ont été déprogrammés, qui ont décidé de se déprogrammer et qui prônent l'estime d'eux-mêmes. Et si prôner l'estime des siens, si dire que vous préférez vos frères ou vos sœurs africains ou afro-descendants, cela fait de vous un suprémaciste, un raciste ou un martien, eh bien je suis tout à la fois. Je suis même sur Jupiter s'ils le veulent. Les qualificatifs ne me dérangent pas. Restant toujours dans la même dynamique, on vous accuse souvent d'être... On m'accuse de beaucoup de choses. Mais souvent, le on dont on m'accuse, il faut mettre une identité derrière le on. C'est l'oligarchie d'Occident. Ce n'est pas la rue africaine. Ce n'est pas la jeunesse africaine. Vous avez parlé des réseaux sociaux tout à l'heure. Ce n'est pas les gens sur les réseaux sociaux qui parlent. Ce sont les médias, comme les journaux, comme Le Monde Afrique, comme la presse française, aux ordres de l'Agence française de développement, qui ne veulent pas que le discours de souveraineté, ils ont fait tuer, c'est tous ces gens-là, ils ont fait tuer Sankara, je ne parle pas du monde, mais l'impérialisme français, ils ont fait tuer Sankara, et ils ont souhaité que les questions liées à la souveraineté disparaissent et restent dans des livres d'histoire. Et nous sommes vivants aujourd'hui. Et nous sommes une nouvelle génération. Je reprécise ma question. Vous êtes accusé d'antisémitisme. Certains propos vous sont attribués, Kémy Séba. Comme lesquels vous le savez. Non, mais justement parce que les interviews accordées à différentes chaînes panafricaines, à des chaînes internationales. Des propos vous sont Moi, j'aime avoir une démarche scientifique dans tout. On a également cette fameuse marche à travers quartier musulman, moi, juif de Paris. Et à cette époque-là, vous avez été clairement accusé d'antisémitisme. Oui, par Sarkozy. Votre mouvement a été interdit. Génération Séba, et puis avant, Génération Séba, Tébuka, ont été interdits. Mais tout comme à l'époque, quand l'ANC militait contre l'apartheid en Afrique du Sud, son mouvement était interdit parce que considéré comme terroriste. Est-ce qu'il était terroriste? Non, c'était un résistant. Mais la démarche était une démarche violente de la part de l'ANC à un moment donné. Mais la violence face à une démarche d'oppression n'est pas une violence, c'est une démarche d'intelligence. Maintenant, je vais revenir sur la question très importante que vous posez, qui me plaît beaucoup. En l'occurrence, lorsque vous me parlez de la descente dans le quartier juif, les gens souvent balancent une information, mais ne donnent jamais le contexte. Ils disent des Noirs sont descendus un jour dans une rue et ont décidé de manger des Juifs. C'est tellement stupide, ce genre de réflexion. C'est l'occasion pour vous de... Exactement, c'est pour ça que je vous remercie. Et si c'était le cas, j'aurais été en prison à ce moment-là, je ne l'ai pas été. Il faut savoir qu'on a été acquittés, et c'est parce qu'ils n'avaient pas de moyens légaux qu'ils ont été obligés d'interdire le mouvement par décret, ce qui s'y entend sans jugement. Donc pensons bien à cette démarche. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait des milices extrémistes, racistes, suprémacistes pour le coup juives, qui avaient tabassé des éboueurs noirs innocents à l'époque, d'accord,
tuméfié le visage de certains éboueurs de 50 ans, 60 ans qui étaient venus nous voir à nos réunions et qui avaient dit « nous ne comprenons pas, nous avions eu le malheur de nous trouver dans les manifestations pro-sionistes qui dénonçaient la mort du pauvre Ilan Halimi, d'accord, et dans les slogans il y avait « Youssouf Fofana, sale nègre, les juifs auront ta peau ». Et tous les noirs qu'ils avaient trouvés lors de ces manifestations-là, ils les avaient tabassés. Quand ces éboueurs sont venus nous voir, nous avons dit une chose très simple. Quand j'entends Youssouf Fofana, tu dois être jugé, tu dois être incarcéré, ce n'est pas mon problème. Youssouf Fofana est un criminel. À partir du moment où il commet un crime, c'est son problème. Mais si j'entends Youssouf Fofana, sale noir, sale nègre, les juifs auront ta peau, là ce n'est pas Youssouf Fofana qui a attaqué, c'est les nègres dans leur entièreté parce qu'on l'accuse, on l'attaque pas simplement pour ses crimes mais aussi pour sa couleur de peau. J'en voulais pour preuve aussi que des noirs innocents éboueurs avaient été agressés lors des manifestations. Qu'est-ce que nous avons fait? On a pris contact avec les milices extrémistes qui avaient agressé ces noirs parce que le problème c'est que, vous savez... Vous aviez le contact? Le contact a été trouvable sur Internet. C'est des organisations connues et officielles, même si elles sont interdites dans certains pays comme aux États-Unis ou ailleurs. Même en Israël, ils sont interdits, on ne le dit pas assez. On les présente comme des gentils aujourd'hui parce que la France est tellement soumise à ce lobby qu'elle finit par tout accepter. Mais c'est une organisation qui est interdite partout parce que considérée comme terroriste, sauf en France. Et pour revenir, on est dans la question, mais on la contextualise. Et pour revenir donc à cette démarche-là, nous les contactons, ils nous disent, de la même façon, ils se renchérissent, sale nègre, vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? On a tabassé ces noirs-là et on continuera à le faire si on le souhaite. On est libre, on fait ce qu'on veut, on a des proches qui sont dans les gouvernements, etc. etc. Mais vous n'avez pas de preuve de cette déclaration? Si on n'avait pas de preuve, j'aurais été incarcéré. La section antiterroriste a surveillé, a pris nos écoutes à l'époque, d'accord, et m'a libéré. Très bien. Donc je pense que c'est la plus belle réponse que je peux vous donner pour vous dire que les preuves sont là et que donc quand nous sommes venus les voir quand ils nous ont vus parce qu'ils nous pensent, comme ils font peur à tout le monde, ils ne pensaient pas que j'allais venir avec des militants leur demander des comptes par rapport aux agressions des Noirs. Parce que moi, si vous touchez un Noir, vous me touchez aussi. Si vous tabassez un Africain, ou un Antillais, ou un Afrodescendant, vous me touchez aussi. Je ne suis pas de ceux qui acceptent que notre peuple se fasse marcher dessus. Et donc nous sommes partis les voir. Et lorsque nous sommes partis les voir, ils ont couru si vite. La rue s'est ouverte comme la mer Rouge avec Moïse. Ils ont accéléré. Usain Bolt était dépassé à cette époque-là. Et de là, la presse a décidé de dire... Comme il n'avait pas de réponse face à l'affront que cette milice extrémiste et raciste, que le Bétar et la Ligue de défense juive avaient connu, ils ont décidé de nous diaboliser, de me présenter comme un méchant antisémite noir. Et mon problème, c'est quoi? C'est que je me moque des étiquettes. Je me moque de la diabolisation. Je ne cherche pas à plaire à ces gens-là. Je fais partie d'une nouvelle race d'Africains qui ne cherche pas à plaire à l'Occident, mais qui veut se plaire à lui-même et plaire et toucher le cœur de son peuple, le cœur du prolétariat africain, le cœur de ceux qui souffrent dans la diaspora africaine. C'est l'objectif qui était le nôtre. Ils nous ont dissous, mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'en nous diabolisant, ils nous ont donné naissance. Parce que c'est la diabolisation qui nous a donné la crédibilité auprès de la jeunesse de la diaspora et même d'une bonne partie de la jeunesse africaine. Justement, c'est peut-être un souvenir douloureux, c'est à la suite de cette accusation d'antisémitisme et d'incitation à la haine raciale que vous avez été condamné à... Non, c'était dans un autre procès qui a été fait, parce que c'est pareil, toujours la même chose, vous savez, et je reviens à cet adage, quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Donc ils ont créé une sorte de diabolisation autour de moi, et donc chacune de mes déclarations était, j'ai envie de dire, jugée dans une démarche souvent de deux poids deux mesures. Donc je ne me plains pas, moi je ne fais pas partie des Noirs qui pleurent. Donc on a été condamnés à plusieurs reprises pour nos prises de position politique, et pour faire taire le débat, ils ont dit c'est du racisme, c'est de l'extrémisme, c'est ceci, c'est cela. Mais le résultat est le suivant. Aujourd'hui, et depuis hier, on a des juifs antisionistes qui sont avec nous. Peut-être qu'ils sont masochistes d'aimer quelqu'un qui est censé être un mangeur de juifs. On a des juifs antisionistes qui nous soutiennent. On a des blancs qui nous soutiennent. On a des gens de toutes les couleurs qui nous soutiennent. Il suffit de voir nos vidéos dans nos meetings devant des milliers de personnes que nous tenons. Systématiquement, il y a des gens, majorité noirs évidemment, parce que c'est notre combat principal, mais on dit toujours qu'en se battant pour notre peuple, on se bat pour le reste de l'humanité. Parce que si on lève un peuple qui est en bas, tous ceux qui sont au-dessus se lèveront et s'élèveront avec nous. Alors, mais est-ce que ces jours en prison ont changé quelque chose à votre combat, à votre vision? J'ai un adage, un autre adage, qui est le mien, celui-ci, qui dit que lorsqu'ils veulent me noyer, ils m'appellent l'apnée. C'est une autre variante d'un philosophe, parce que j'adore la philosophie, qui disait, en l'occurrence Nietzsche, ce qui ne tue pas rend plus fort. Moi, je dis qu'on m'apprend l'apnée quand on veut me noyer. Et chaque séjour de prison me permet de me densifier, de ressortir plus fort, de me forger physiquement, de me reconstruire intellectuellement et de m'élever. Mon formateur en philosophie, le professeur Grégoire Biogo, disait qu'à l'ancienne époque, dans les haditas, c'est-à-dire les villages sacrés, les penseurs
les philosophes, les prêtres traditionnalistes qui étaient des philosophes se retiraient souvent lorsqu'ils voulaient passer à un autre stade de la réflexion. La prison, ce n'est pas des moyens que je choisis pour me retirer, mais c'est des moyens que les ancêtres me donnent pour m'élever. Et je me sers de ça pour avancer. Mais vous vous retrouvez dans un univers où il y a des criminels qui, quand nous voyons, en tout cas, pour n'avoir jamais séjourné en prison en France, mais pour avoir quand même vu des films où il y a du radicalisme qui apparaît, qui peut être transmis d'une personne à une autre. Vous n'avez pas connu ce genre de transfert? Ces criminels en prison que je vois sont beaucoup moins criminels que ceux qui sont à la tête de l'État français. Oui, mais ils ont tué moins de personnes, pour beaucoup. Ils ont tué moins de personnes que Sarkozy. Ils ont tué moins de personnes que François Hollande. Ils ont tué moins de personnes que le général de Gaulle. Ils ont tué moins de personnes que le gouvernement français qui détruit des pays, qui déstabilise des continents. Donc quand je les vois, on se salue comme des hommes. Je leur dis bonjour camarades, tu es là pourquoi? Courage à toi, etc., etc. Et personne ne peut me rentrer dans la tête. Moi, je sais pourquoi je suis en prison. Et je veux même vous faire une confidence. Quand je suis en prison, les gardiens de prison me saluent. Parce qu'il y a beaucoup d'afro-descendants qui sont gardiens de prison, qui lèvent le poing quand je passe. Et ça, c'est ceux qui sont en prison le savent. Et les détenus savent que je suis là pour une raison politique, donc j'ai beaucoup d'affection des détenus. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc la prison en a sûrement ajouté à votre engagement? La prison, c'est l'hôtel. Moi, j'y vais. Quand l'État pense pouvoir me faire du mal, il ne se rend pas compte qu'il me donne de la force. Que je sois en prison, que je sois dehors, que je sois à la télévision, que je sois dans les conférences à l'université, que je sois dans la rue de manière générale, mon message est le même et ne change pas. Kémy Séba, vous avez adhéré au groupe Nation of Islam qui, vous l'avez quitté par la suite, vous y êtes retourné avant d'en ressortir. Pourquoi cette adhésion à ce groupe? Les choses sont simples. Moi, je suis quelqu'un qui, depuis toujours, a essayé d'analyser les choses de manière rationnelle et scientifique. Je suis rentré dans la Nation of Islam, rien à voir avec la religion. D'ailleurs, certains diront que la Nation of Islam n'est pas une organisation musulmane, pas reconnue comme telle par certaines personnes. Il y a des débats dessus, c'est même pas mon débat, je ne rentre pas dedans. Je suis rentré dans la Nation of Islam parce qu'elle me paraissait être à l'époque, quand j'ai commencé l'activisme politique, la meilleure organisation noire de la diaspora. Capable de former des gens comme Mohamed Ali, capable de former des gens comme Khalid Mohamed, capable de former des gens comme Malcolm X, capable de former des gens comme Louis Farrakhan, capable de former des gens comme Léo Mohamed et des tas d'autres personnes qui, à mon sens, avaient fait un travail de fond pour l'élévation de notre population. Et en partant de ce principe-là, excusez-moi, lorsque j'ai commencé à 18 ans, je suis revenu d'un voyage à Los Angeles, on m'a donné les coordonnées, j'ai assisté à un meeting là-bas, ça a été une révélation. Et je me suis dit que quand je vois ce qu'ils font, je veux défendre mon peuple. Mais j'avais déjà ça de manière sous-jacente qui traînait dans ma tête, évidemment. Je reviens en France, je me forme, j'apprends à parler. La Nation of Islam m'a appris à m'exprimer. J'ai pris certains éléments dedans de réflexion, j'ai fait le tri avec ce qui ne me parlait pas, c'est mon choix, d'accord? Je l'ai quitté, il y a eu des problèmes à une certaine époque, qui ont été résolus par la suite, parce que les hommes sont toujours dotés de raison et finissent par se comprendre. J'ai fait mon trou dans la sphère afrocentrique. À un moment, j'ai vu aussi, à mon sens, les limites du courant dans lequel j'étais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas que du bon, qu'il n'y a pas de bon dedans. Je pense qu'il y a de bonnes choses dans le courant afrocentrique aussi. La Nation of Islam, un temps du Canada, s'est rapproché, le groupe d'études s'est rapproché de ma démarche et j'ai eu de bonnes réflexions parce que je suis dans une démarche de recherche. Il y a quelqu'un qui m'inspire beaucoup, moi qui suis censé être le raciste selon les médias français, c'est René Guénon, qui est le plus grand métaphysicien du XXe siècle. René Guénon était un blanc, d'accord? Et il a étudié tout. La Rose-Croix, la franc-maçonnerie, l'hindouisme, le bouddhisme, l'islam. Il a tout étudié pour avoir une synthèse en termes de réflexion. C'est la même démarche que j'ai fait. Je peux chercher dans un environnement, ça ne veut pas dire que je vais y rester ad vitam aeternam. Je suis revenu un temps chercher des éléments dont j'avais besoin dans la Nation of Islam. Et je suis parti pour finir par me réinitier et me retrouver dans une dynamique liée beaucoup plus au traditionnalisme africain, au vaudou, certains diront. Moi, je parle de tradition primordiale, mais on revient à la même dynamique. Et tous les éléments, que ce soit la Nation of Islam, que ce soit le kémitisme, certains vont appeler ça l'afrocentricité, ou que ce soit le traditionnalisme africain, tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui m'ont servi et qui ont fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Et j'encourage tout le monde à chercher, toujours à étudier tout. Étudier tout ne veut pas dire adhérer à tout, mais c'est en étudiant tout, ou le plus possible, qu'on finit par, je pense, étudier tout de manière libre, qu'on finit par avoir une vision d'esprit libre aussi. Et vous êtes également converti à l'islam à un moment donné, en tout cas c'est l'information que nous avons reçue. Est-ce que cela rentre dans le... C'est ce que la presse a dit, c'est un peu plus compliqué que ça. Je me suis rapproché, je me suis beaucoup intéressé à l'islam, notamment au soufisme, j'ai pas peur de le dire, parce que l'ésotérisme, qu'il soit chrétien, musulman, qu'il soit hindouiste, bouddhiste, me parle. J'ai toujours été un passionné de cela. Et
quand il parle de l'islam, il parle de la Nation of Islam en réalité, hein, comme je l'explique dans mes ouvrages. Et c'est quelque chose aussi, des éléments que j'y ai trouvés dedans m'ont forgé. Et je le dis toujours pour revenir à quelqu'un comme René Guénon, que la question n'est pas de s'incarcérer dans un tiroir, mais d'ouvrir des tiroirs pour y prendre le savoir. Et donc, vous pouvez me retrouver dans une église, vous pouvez me retrouver dans une mosquée. Il m'arrive d'aller prier dans une mosquée avec des amis, il m'arrive d'aller prier dans une église avec des amis, d'accord? Mais je suis un vaudoisant pur qui étudie cela, qui a fait beaucoup de procédés, je ne vais pas rentrer dans certains secrets, dans certains rythmes, mais qui a établi beaucoup de processus à ce sujet. Et pour moi, la spiritualité est globalité. D'accord? Le tout, c'est d'en connaître la racine. Ma racine, je la connais. C'est pour ça que je suis ici. Mais je n'oublie pas qu'il y a des savoirs et des connaissances à prendre dans tout. Et c'est pour ça que je me renseigne. Vous allez voir, si vous voyez ma bibliothèque, j'ai des livres de tout, sur tout. Parce que je suis un passionné du savoir libre. Je n'aime pas trop qu'on me force à apprendre. Mais j'aime lire par moi-même. Voilà. Alors, oui. Parlons à présent de cette problématique qui vous a fait partie du Sénégal, la problématique de l'abolition du franc CFA. Nous allons nous étendre un peu plus sur ce sujet-là. C'est à partir de janvier 2017, quand vous avez lancé une campagne contre le franc CFA. Quelles sont vos motivations en réalité? On va être très clair. Tout d'abord, contrairement à ce qu'on pense, je ne pense pas que j'ai été expulsé pour les questions simplement de franc CFA. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de la nécessité de quitter le franc CFA. Mais qui ne sont pas expulsés. C'est vrai. Je pense que l'impérialisme français a très rapidement compris que je vais plus loin que la question du franc CFA et que notre ONG va plus loin et que ce que nous voulons, c'est la souveraineté africaine intégrale. Et c'est parce que nous ne nous incarcérons pas dans le giron de la monnaie que l'impérialisme français s'est dit ces gens-là sont trop dangereux, ils commencent à toucher trop de gens et il faut qu'on puisse tout faire pour les sortir de là. Maintenant, pour répondre à votre question. J'ai initié cette question du front anti-CFA après un long voyage, un long périple l'année dernière où en effet j'avais fait beaucoup de pays. C'est notamment après un voyage à Haïti, après avoir étudié la révolution, je la connaissais déjà, mais m'être réinséré dans le paradigme de la révolution haïtienne. J'ai vu beaucoup de points communs dans la lutte du prolétariat contre l'impérialisme français et que j'ai vu beaucoup de points communs entre cette lutte et la lutte africaine actuelle et diasporique dans sa globalité. Et je me suis dit que la question de la souveraineté africaine devait être une question qui devait être posée, on devait être stratège. Il fallait qu'on puisse utiliser un point focal qui puisse toucher la majorité des gens. Parce que quand on parle de souveraineté africaine, le concept de souveraineté, de souverainisme africain, est un concept qui peut ne pas être compris par tout le monde. Mais quand vous revenez à un point focal qui peut être beaucoup plus audible pour les gens, en l'occurrence la logique matérielle du franc CFA, parce que les gens comprennent que le franc CFA naturellement est une arnaque, là vous ouvrez la porte. Et je dis toujours, le franc CFA est l'arbre qui cache la forêt du néocolonialisme. Et donc en utilisant cette problématique-là, on a ouvert une porte beaucoup plus large pour parler des souverainetés militaires, pour parler des souverainetés politiques, parce que derrière le franc CFA, il y a l'arbre de la France-Afrique. Et ce sont sur ces questions-là que nous tous, nous nous situons pour pouvoir avancer. Donc, j'ai initié avec des membres de notre ONG, il faut savoir que notre ONG Urgence panafricaniste est un mouvement qui s'inspire des mouvements de résistance en Amérique latine, qui s'inspire des mouvements de résistance au Moyen-Orient, partout où j'ai pu aller avec d'autres membres de notre organisation, pour m'inspirer, me renseigner, étudier scientifiquement ce qui se faisait, d'accord ? Et on est revenu, on a décidé d'en faire une synthèse, en s'appuyant sur le volet traditionnel, quelles que soient les voies religieuses de chacun, mais en s'appuyant sur le volet traditionnel toujours d'un côté et sur une compréhension, une dynamique géostratégique et géopolitique acerbe. Et donc l'ONG Urgence panafricaniste qui a été créée l'année dernière a d'abord, on en parle moins, mais en Afrique de l'Ouest, dans certains pays environnants du Sénégal, on en parlait beaucoup, on avait initié une campagne d'abord de boycott des produits mauritaniens pour dénoncer l'esclavage des Noirs en Mauritanie et dénoncer le racisme arabe qui existait dans ce pays-là et plus globalement dans le monde arabe de manière générale. On a contribué, de par nos campagnes de boycott, à la libération de 8 prisonniers politiques. Et après cela, l'axe de la question donc de la souveraineté plus globale est venu. On a initié le Front anti-CFA, qui est l'acronyme de Front anti-colonialisme français en Afrique, et pas simplement une question du franc CFA, à l'intérieur de laquelle donc, le premier chapitre était la question du franc CFA. Justement, oui. Oui, allez-y, James. Oui, juste, vous ne nous dites pas encore ce que vous reprochez au franc CFA. On reproche au franc CFA ce que pour M. Pouemi, ce que Kadhafi, qui a été assassiné pour cela, je ne sais pas si vous le savez, comme Wikileaks le rappelle, quand Hillary Clinton
et Nicolas Sarkozy réalise que Kadhafi a trouvé une monnaie alternative au franc CFA, qui est le dinar or, en expliquant que le franc CFA appauvrit l'Afrique, que le franc CFA est bâti est frappé, imprimé par un pays qui tire un certain nombre de dividendes par le biais des comptes d'opération à partir de cette monnaie-là, d'accord, et un pays qui a le droit de veto sur vos décisions économiques est un pays qui contrôle votre vie politique, puisque l'économie est le centre de gravité de la question politique en tant que telle. Et donc Kadhafi a été assassiné dès lors que les autorités occidentales ont vu qu'il avait une alternative à cette monnaie. Et la plupart des pays, des présidents qui se sont levés contre cette monnaie ont été assassinés. Tout ça pour vous dire quoi? Cette monnaie, à l'heure actuelle, appartient à la puissance néocoloniale. Et quand on dit néocoloniale, on est gentil, parce qu'on pourrait dire tout court la puissance coloniale, puisque la colonisation n'a jamais terminé. D'accord? Et ce pays-là a le droit de veto sur une décision économique. Je pense que n'importe quel peuple doté de raison refuserait justement ce genre de situation. Raison pour laquelle on s'oppose de manière légitime, comme tous les peuples de la Terre, au contrôle de cette monnaie, et nous avançons de façon claire, nette et précise. Et notre objectif était de massifier une thématique qui auparavant était beaucoup trop élitiste. Auparavant, les économistes se parlaient entre eux, ils faisaient des colloques, ils étaient 20 ou 30, ils se parlaient entre eux, alors tu sais que le franc CFA c'est pas bon, et puis l'économiste qui était dans le public disait tu as raison, j'ai une question, etc. Mais le peuple était en dehors de ça. On a décidé de rendre massif une question qui auparavant était oligarchique. Et je pense que c'est grâce à cela, sans trop me tromper, que la problématique de la souveraineté économique, monétaire africaine a pris un autre envol, mais les autres questions de souveraineté vont arriver d'ici très peu de temps. Kémy Séba, remontons maintenant au mois d'août dernier. Nous sommes à Dakar. Vous vous êtes permis publiquement de brûler un billet de 5 000 francs. Quel sens donnez-vous à ce geste? Le sens est symbolique. La société africaine, négro-africaine, comme disait Charanta, est une société de symbolisme. Le symbole est extrêmement important chez nous. Lorsque le printemps arabe a commencé, il a commencé comment? Il y a un jeune activiste qui a décidé de se brûler, de s'immoler, parce qu'il ne pouvait plus supporter la dictature dans laquelle il vivait. Nous avons, parce que dans notre ontologie, on ne se suicide pas. Les histoires de suicide, c'est pas dans l'ontologie négro-africaine. C'est à Pearl Harbor, c'est que les kamikazes ou autres, peut-être que ça nous manque aussi, il faudrait qu'on y réfléchisse, c'est encore autre chose, mais en tout cas, on ne le fait pas. Par contre, on s'attaque à un symbole. J'ai brûlé le franc CFA, comme certains vont brûler le veau d'or. J'ai brûlé le franc CFA, parce que le CFA est le symbole d'un capitalisme dérégulé. J'ai voulu brûler un billet pour lequel certains sont prêts à mourir, pour leur rappeler que le plus important, ce n'est pas le billet, mais c'est le principe pour lequel nous sommes prêts à mourir et à vivre. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, nous avons brûlé ce billet parce que le franc CFA est le symbole d'une domination qui n'a jamais cessé. Et je savais que c'était risqué, mais il fallait prendre ce risque pour alerter l'opinion publique. Et tout ce qui s'est passé, qui était quelque chose que nous souhaitions profondément. Moi, j'étais prêt, on me disait, j'étais à l'intérieur de la prison, je regardais toutes les télés ouest-africaines qui disaient que je vais aller en prison pendant 5 ans. J'étais prêt à l'intérieur de ma cellule à me dire si je dois faire 5 ans pour cela, je ferai 5 ans pour cela. Qu'on soit dehors ou à l'extérieur ou à l'intérieur, de toute façon, on est en prison. L'Africain est dans une prison à ciel ouvert. Donc, pour un engagement, vous acceptez commettre un sacrilège fiduciaire. Puisque vous l'avez dit, vous en étiez conscient. Sacrilège selon qui j'ai été acquitté? Le sacrilège est quand je suis condamné. Oui, mais est-ce que vous pensez que les Africains, ceux qui étaient pris dans ce jeu-là, ils ont compris le symbole? Ceux qui, aujourd'hui, en ont également entendu parler, ils ont compris ce symbole que vous avez dit. Quand je vois aujourd'hui le nombre de messages que nous recevons partout, sur les réseaux sociaux, sur notre page officielle. De vos sympathisants. Qui sont quand même très nombreux. Je ne me dirais pas qu'il n'y a pas de messages négatifs, j'en ai vu beaucoup sur vous. Oui, mais bon, je pense que 400 000 personnes qui, aujourd'hui, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, sachant que tout le monde n'a pas Internet, je ne connais pas beaucoup de personnes dans la sphère politique, sans avoir besoin de sponsoriser sa page, je le précise, et c'est important de le souligner, qui sont capables de fédérer autant de force dans la dynamique politique panafricaniste. Et on est beaucoup plus nombreux à être dans notre voie que ceux qui sont opposés à nous. Ils peuvent être éparses, mais quand ils se réunissent, ils tiennent dans une cabine téléphonique et ils ne réunissent pas autant de personnes que nous. Et j'ai envie de vous dire que Dieu ne fait pas l'unanimité, donc ce n'est pas celui que le professeur Grégoire Biogo appelle l'enfant terrible qui va faire cette unanimité-là. Et j'ai envie de vous dire que quand je vois certains Africains soumis à l'Occident, je n'ai pas envie de faire l'unanimité auprès de ces derniers. Voilà. Alors, nous poursuivons toujours dans cette problématique du franc CFA, Kémy Séba. En même temps, des milliers de sympathisants à votre cause sont dans plusieurs centaines ou plusieurs dizaines, si vous le voulez, sont dans l'incapacité, vous le savez, de réunir 5 000 francs. Ce billet qui, pour vous, symboliquement, n'a pas
Une grosse valeur. Pas Vous l'avez brûlé il me restait 10 000 francs pour finir le mois, cette période-là. Parce que vous savez... Qui l'eût cru? Ah, non, mais moi je vous explique clairement, j'ai pas de tabou, je vous ai dit depuis le départ. Je suis chroniqueur géopolitique pour plusieurs chaînes de télévision, pour Vox Africa. C'était la saison, à la période où j'ai brûlé le billet, il n'y avait pas d'émission. Quand on n'a pas d'émission, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, peut-être que vous êtes des fonctionnaires, je ne crois pas. Mais quand on n'a pas d'émission, on n'est pas payé, en ce qui me concerne. Donc c'était un choix que j'ai fait. J'ai concerté ma famille pour cela. Quand je suis payé, je gagne ma vie normalement comme un journaliste africain, c'est-à-dire pas comme un journaliste occidental, et donc très humblement. D'accord? Mais je gagne quand même ma vie normalement dans les conditions de vie africaines. On y reviendra. Voilà, on y reviendra. Mais juste pour revenir dessus, j'ai fait ce choix-là. Maintenant, la question qu'il faut se poser, au lieu de regarder le doigt, il faut regarder la lune. Vous dites beaucoup de nos sympathisants qui ont brûlé le billet, pour eux, de réunir 5 000 francs, c'est un acte déjà extrêmement difficile. Mais ça devrait vous étonner qu'au XXIe siècle, sur la terre la plus riche, l'une des terres les plus riches du continent africain, en l'occurrence la terre du monde plutôt, en l'occurrence le continent africain, on ne soit pas capable de réunir facilement 5 000 francs. Cela devrait vous faire comprendre que la monnaie qu'on utilise pour nous, alors que ces mêmes qui nous imposent cette monnaie se servent de nos matières premières, sont en train de se moquer de nous. C'est ça qu'il faut regarder et pas simplement le doigt. C'est une question relative à la monnaie dans ce moment-là. Mais c'est évidemment, c'est un ensemble. Et la monnaie a sa raison d'être évidemment dedans. Elle est intimement liée. Il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup ou maths spé ou avoir fait le HE2S pour savoir que la monnaie, aujourd'hui, est un indice du pouvoir. Quoi qu'on en dise. Quand vous avez une monnaie forte, vous avez forcément, normalement, des conditions de vie qui sont liées aussi à cette monnaie forte. Quand vous avez une monnaie très basse, alors que vos matières premières, elles, sont extrêmement prégnantes, il y a des questions que vous devez vous poser sur la gestion de ces dernières et sur la gestion de cette monnaie. Nous avons déjà donné des réponses et nous ne les avons pas inventées. Nous sommes entourés, dans l'ONG Agence panafricaniste, de pléthore d'économistes. L'un de nos spécialistes en économie à l'intérieur de l'ONG, c'est Nicolas Gbou, qui n'est plus à présenter en ce qui concerne la question de la souveraineté économique. Alors, Kémy Seba, vous souhaitez donc que la monnaie, le CFA, soit changée, que les pays africains adoptent une nouvelle monnaie. Mais est-ce que vous ne craignez pas les risques d'instabilité économique dans l'hypothèse où ces pays changent, les pays de la zone franc en tout cas, changent de monnaie? On sait quand même que le CFA garantit une certaine stabilité et surtout la maîtrise de l'inflation. Je peux. Ça vous fait rire. Non, ça me fait sourire. Pas vous, mais la question, et je la respecte, il n'y a pas de problème. Je suis un passionné d'histoire en plus de la philosophie. Et l'histoire me rappelle que à l'époque de l'esclavage, quand un nègre voulait quitter la plantation, il avait toujours un autre nègre qui le prenait par le bras en lui disant « Mais si tu quittes la plantation, tu ne risques pas de trouver l'instabilité quand tu quittes ta plantation. Là, au moins, sur la plantation, tu as un repas le matin, le midi et le soir. Le maître, même s'il te donne des coups de fouet, même s'il viole ta femme, même s'il viole tes gosses, au moins, il te donne une stabilité. Tu as à manger le matin, le midi et le soir. Tu as un toit. Tu ne connais pas la pluie. Tu es protégé. » Et il disait à celui qui sort, « Mais quand tu vas sortir là, il y aura des jours où tu n'auras pas à manger. » Et qu'est-ce qu'il lui répondait, l'esclave qui voulait quitter la plantation? « Même s'il y a des jours où je n'ai pas à manger, mieux vaut la liberté dans l'incertitude que la stabilité dans l'oppression. » C'est exactement la même chose que je vous dis aujourd'hui, en vous disant que toutes les nations qui ont changé de monnaie, on n'est pas les seuls à avoir connu la colonisation. La Chine, ça serait bien quand même qu'on se penche sur son cas. Quand la Chine prend son processus d'indépendance, quand elle quitte la monnaie coloniale, elle connaît une inflation. Aujourd'hui, la Chine est objectivement, même si on aime dire les États-Unis, en réalité, la Chine est la première puissance mondiale. Ça devrait nous faire réfléchir. Comment? Économiquement. Économiquement, bien sûr. Mais bon, il faudra d'ailleurs s'interroger sur qui appelle quelle nation et selon quels critères première puissance mondiale. C'est souvent les Américains qui gagnent, mais selon quels critères? Des critères qu'eux-mêmes ont choisis. Donc il faut se poser des questions dessus. Tout ça pour vous dire une chose. L'instabilité est un passage obligé. Mais on a des scientifiques extrêmement prégnants, extrêmement présents, extrêmement brillants, comme Kako Nobuko, comme Mamadou Koulibaly, comme Nicolas Gbou, qui est dans l'ONG Urgence panafricaniste, et comme des tas d'autres personnes qui ont compris depuis très longtemps, sauf qu'ils n'étaient pas audibles, on a rendu ce débat audible, mais qui ont compris depuis très longtemps les solutions qu'il fallait trouver pour pouvoir sortir de cela. Et je pense qu'il serait temps qu'une belle chaîne comme la vôtre, justement, soit dans cette dynamique, s'ils sont inquiets, de se renseigner fortement à travers ces derniers sur les propositions qu'ils ont données depuis belle lurette, et que Kadhafi avait pris même avant que ces économistes-là écrivent. Parce que quand Kadhafi met en place le dinar or, c'était pas un fantasme. On l'a assassiné parce que la monnaie était déjà quasiment prête. Une monnaie qui s'appuie cette fois-ci sur
la valeur or, où il disait par exemple, si ce n'est pas l'or, vous pouvez prendre le coltan, si ce n'est pas l'or, vous pouvez prendre le manganèse, vous pouvez prendre le cobalt. Il y a un certain nombre de ressources sur le continent africain qui peuvent servir à être la base sur laquelle notre monnaie s'appuierait à partir du moment où la Banque centrale ferait un travail de réappropriation justement de ces ressources-là. Et ça, c'est comment dirais-je, le devoir de ce qu'on appelle les institutions publiques. Les institutions nationales doivent prendre leurs responsabilités, doivent cesser d'être, et je le dis, je le répète sans avoir peur de choquer, dans une logique de prostitution économique. C'est un choix dans lequel on doit se lancer. Et notre rôle, nous, en tant que vigiles de la société civile, c'est de pousser ces autorités à aller vers là. Puisque l'un de vos combats, c'est bien sûr la suppression du franc CFA, faudra-t-il aussi supprimer le dollar ou le shilling dans ces devises dans les pays où ces devises sont utilisées? Moi, mon combat n'est pas... Je pense que la question, objectivement, avec tout l'amour que je vous porte en tant que frère, n'est pas forcément posée dans le bon sens. La question n'est pas de supprimer ou pas le franc CFA. Mon problème n'est pas que ça s'appelle simplement franc CFA. C'est le mécanisme qui fait que le franc CFA, aujourd'hui, nous met dans une situation qui est difficile. L'arrivage à l'euro je ne serais pas, et nous ne serions pas en train de parler, et des centaines de milliers, pour ne pas dire des millions d'Africains ne parleraient pas du franc CFA aujourd'hui, si la Banque de France n'avait pas le droit de veto, s'il n'y avait pas les comptes d'opération. C'est quelque chose qu'il faut préciser. Si la monnaie n'était pas dans une démarche aujourd'hui d'être un instrument de contrôle des autorités françaises sur nos vies politiques. Donc la question n'est pas de supprimer le franc CFA. Moi, de toute façon, ce n'est pas une monnaie que j'aime en tant que telle, c'est une monnaie de gorille, c'est une monnaie de singe, certes, mais la vraie question, c'est les conditions d'utilisation du franc CFA sont des conditions qui doivent être fondamentalement revues. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, la logique de la monnaie unique africaine. Donc, pour conclure dans la réflexion, je dirais simplement que la question n'est pas suppression de devises, que ce soit le dollar ou autre. La question, d'abord, c'est une meilleure gestion, je pense, des conditions d'utilisation de notre monnaie. D'accord ? Parce que dès lors qu'on aura une monnaie qui sera sous enclos colonial avec des conditionnalités coloniales, on ne pourra de toute façon jamais s'en sortir. Le problème n'est pas la devise. Le problème est le compte d'opération. Le problème est l'impression de notre monnaie par la Banque de France et notre problème est le droit de veto. Le problème est que quand vous voyez le taux de développement humain dans les pays de la zone franc, vous vous rendez compte que c'est l'un des taux de développement humain les plus bas qui existent dans ce monde. Ça, ce sont des réalités, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur et économiste Nicolas Agbo. Donc je pense qu'on doit réfléchir à cela. La question des devises est une question ultérieure. Ce n'est pas la question, à mon sens, prioritaire. Donc je ne suis pas là pour dire doit-on supprimer ou ne pas supprimer. Moi, la seule chose que je veux qu'on supprime, c'est les comptes d'opération. La seule chose que je veux qu'on supprime, c'est le fait qu'il y ait le droit de veto de la Banque de France au sein de nos institutions. Et la dernière chose que je veux qu'on supprime, c'est aussi le fait que cette monnaie soit imprimée chez eux plutôt que chez les nôtres. C'est aussi simple que ça. Et donc l'arrimage du franc CFA à l'euro ne vous pose pas problème? Je n'ai pas dit que ça me posait problème ou ça me posait problème. Je dis que quand on lit un livre, il faut lire le livre dans l'ordre, sinon on ne comprend pas l'histoire. Et moi, ma réponse, comme vous êtes libre de votre question, je suis libre de ma réponse en vous disant que ce qui m'intéresse d'abord, c'est de régler les conditionnalités qui sont des conditionnalités défectueuses à mon sens. Dès lors qu'on les aura réglées, on pourra s'occuper par la suite de l'arrimage à l'euro qui, je vous le dis clairement, me pose problème, mais là n'est pas la question. Au-delà de tout cela, quelle alternative vous proposez-vous, vous, Kémy Siba? Non, quand vous dites quelle alternative proposez-vous, c'est comme si vous dites un urgentiste, parce que dans ce combat, c'est un hôpital, d'accord? Et dans un hôpital, chacun a un rôle. Moi, je suis président d'une ONG qui s'appelle Urgence panafricaniste. C'est-à-dire que nous sommes des urgentistes de cette cause panafricaine. C'est-à-dire que notre rôle est de rendre rapide la compréhension globale des enjeux auprès d'une masse de population, là où des gens qui pourraient être considérés comme des chirurgiens de la cause, et donc beaucoup moins accessibles à la masse, en l'occurrence les économistes, eux, font dans un discours beaucoup plus long, beaucoup plus dense, beaucoup plus complexe et parfois moins audible, et beaucoup moins intelligible pour la masse des gens, d'accord? Eh bien, nous rendons les choses beaucoup plus fluides. Mais en ce qui concerne la logique de la chirurgie ou de l'opération, seul le chirurgien peut le faire, l'urgentiste ne peut pas le faire. Quand vous me dites quelle est la solution précise que nous proposons, je peux vous dire dans les grandes lignes, évidemment, qu'il suffit de relire le dossier de construction et de fabrication du dinar or de Muammar al-Kadhafi, qui d'ailleurs est confiné dans les dossiers de Wikileaks ressortis par Julian Assange il y a 2 ans de cela, pour prouver et pour attester qu'on a une alternative avec une logique de monnaie unique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure à plusieurs reprises, qui s'appuie sur nos ressources à nous et nos valeurs telles que l'or ou telles que d'autres valeurs telles que le cobalt, telles que le diamant, telles que le manganèse, parce que ce sont toutes ces valeurs-là, l'uranium, le coltan, qui sont comment dirais-je, extrêmement denses à l'intérieur de nos sols. Et dès lors qu'il y aura une restructuration de banques centrales qui s'appuieront sur ces valeurs-là,
plutôt que sur des valeurs complètement exogènes. Je peux vous assurer, ça c'est pas moi qui le dis, c'est Kadhafi, on l'a tué pour cela, c'est ce que Gbagbo dit, c'est ce que des différents professeurs en économie disent. Quand on s'appuiera sur cela, ça sera beaucoup plus fluide pour qu'on puisse s'en sortir. Maintenant, il y aura une grosse prétention de ma part, et ce n'est pas ma démarche, de dire que moi, Kémy Séba, je suis celui qui serait le détenteur de la solution par rapport à ça. Non, on est dans une équipe. Vous demandez à un défenseur de défendre. Vous demandez à un gardien d'arrêter les buts. Vous demandez à un avant-centre, c'est le passionné du PSG qui parle depuis son enfance, comme mon père m'a amené au Parc des Princes, eh bien, vous demandez à un attaquant de marquer des buts. Si l'attaquant marque contre son camp, il ne joue pas son rôle. Si le gardien marque des buts, on n'attend pas ça de lui, mais on sera content pour lui. Moi, mon rôle, je suis une sorte de sentinelle du milieu de terrain, numéro 6, d'accord, une sorte de Iniesta si vous voulez. Je relaye le ballon et je le redistribue. Ceux qui doivent marquer, ce sont les économistes qui, depuis trop longtemps, n'ont pas touché de ballon et il serait temps qu'ils puissent marquer les buts le plus possible. Mais vous les avez lus quand même et vous savez... C'est parce que je les ai lus qui nous ont rejoints. Vous savez qu'ils sont extrêmement divisés sur la question, sur la destination. Non. Ça, c'est ce que les médias français que vous lisez un peu trop, à mon sens, même si je vous aime beaucoup, mon frère, disent. Mais ce n'est pas la réalité. Nous l'avons lu quand même quelques-uns et on sait qu'ils sont divisés. Est-ce que vous pouvez me citer 10, serait-ce que 5 économistes célèbres qui sont, par exemple, pour le franc CFA? Là n'est pas la question. Ah, là, vous ne répondez pas. Faut pas couper ça. Mais non, mais c'est intéressant. Non, juste, on plaisante, mais il faut qu'on soit très sérieux aussi. Oui, allons-y. Ça ne vous pose pas de question. Généralement, les médias français disent les économies sont extrêmement divisées. La presse africaine relaie. Je travaille dans la presse, je sais de quoi je parle. La presse africaine relaie. Mais quand maintenant vous devez noter ou chiffrer ou comptabiliser le nombre de personnes qui sont pour le franc CFA parmi les économistes, ils ne sont pas si nombreux que ça. Non, la question n'est pas pour le franc CFA, mais après l'avoir ou supprimer le franc CFA, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, mais il y a des débats. Mais non, vous avez dit. Mais non, mais les alternatives sont multiples. Il y a une alternative, par exemple, sous-régionale. Certains disent qu'il faut aller d'abord vers la monnaie sous-régionale en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale. D'autres disent qu'il faut aller directement vers la monnaie unique. Ce sont des débats logiques qui existent entre différents scientifiques. Il serait inquiétant que tout le monde soit d'accord sur tout. Est-ce que vous êtes d'accord surtout avec votre femme, mon frère? Moi-même qui vous parle, j'ai des désaccords avec des membres de ma famille, ça ne m'empêche pas de les aimer et qu'on puisse se retrouver quand c'est nécessaire de le faire. Heureusement qu'il y a pluralité de propositions. Et c'est parce qu'il y a pluralité de propositions qu'on sera beaucoup plus capable d'avoir une meilleure synthèse et une meilleure solution, parce qu'il n'y a de synthèse que quand il y a une addition de solutions. Donc moi je pense que ce que vous appelez désaccords, mais qui sont en réalité des divergences de réflexion, mais qui se réunissent in fine pour dire qu'il faut sortir de cette tentation, je pense que c'est quelque chose de nécessaire. Oui, vous savez, Kémy Séba, ce à quoi je ne m'attendais pas et que vous l'avez sorti tout à l'heure, c'est que vous n'êtes pas contre le franc CFA. Non, j'ai pas dit ça. Vous n'êtes pas contre le franc CFA. Votre combat, c'est pas pour la suppression du franc CFA. Vous l'avez dit tout à l'heure. Non, j'ai pas dit ça comme ça. Vous ne prônez pas la suppression du franc CFA. Non. Vous l'avez dit. Non. Vous avez plutôt été contre les droits de veto, les comptes d'opération. Alors, si vous permettez, si vous voulez, on peut faire le record, on peut revenir en arrière, ou alors si vous permettez, je peux vous faire encore une explication encore plus claire. Oui. Donc, mais pourtant, j'ai dit exactement la même chose. J'ai dit que le vrai problème n'est pas l'abrogation du franc CFA ou pas. Le vrai problème, c'est de comprendre les conditionnalités qui sont défectueuses et qui fait que nous voulons, y compris moi en priorité, ce n'est pas le franc CFA qui vous gêne. Non, s'il vous plaît. Si vous voulez une réponse, il faut me laisser terminer. Vous voulez créer un scoop en inventant un titre que je n'ai pas dit. Donc, moi, je vous dis simplement évidemment que je veux l'abrogation du franc CFA. Mais je dis que il y a des gens qui disent je veux l'abrogation sans comprendre les conditionnalités. Et moi, j'ai voulu pointer du doigt les conditionnalités d'utilisation de cette monnaie qui font que nous nous attaquons à cette dernière. Et ces conditionnalités sont des éléments constitutifs de l'existence de cette monnaie. Donc, évidemment que nous voulons l'abrogation de cette monnaie. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Oui, voilà. Cela n'a pas été dit C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je vous aime, mon frère, et donc si vous voulez dire que je n'ai pas dit ça aussi nettement, maintenant je l'ai dit, c'est plus important. Dans votre développement aussi, vous avez évoqué Haïti, vous avez évoqué votre référence que constitue pour vous la révolution haïtienne. Aujourd'hui, ce que l'on observe quand on parle de Haïti, c'est un pays sinistré. Est-ce là le modèle sur lequel vous vous fondez? Alors tout d'abord, mon inspiration d'Haïti est une inspiration bicéphale. Pour reprendre un mot que mon collaborateur en sciences politiques et mon collaborateur au sein de l'ONG Eri Djouiti dit souvent. Bicéphalité parce qu'on a une inspiration à la fois sur le terrain politique, la révolution historique d'Haïti avec Boukman Duty, avec Dessalines et tout ce qui s'ensuit. C'est la fondation Félicité, avec la grande sœur Félicité, excusez-moi, c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est l'aspect aussi spirituel. L'importance qu'a eu la métaphysique africaine dans ce combat à travers le vaudou, c'est quelque chose qui m'inspire énormément aussi. Dans tous les pays où j'ai été,
en l'occurrence au Moyen-Orient, j'ai vu l'importance pour les Perses ou pour d'autres populations de leur religion dans l'application de leur combat. Moi, je pense que les Africains doivent utiliser leur propre cosmogonie africaine aussi pour être capables de lutter, sans pour autant juger ceux qui sont dans une autre démarche. Moi, je ne suis pas de ces gens sectaires qui disent si tu es dans une église ou une mosquée, il faut te brûler ou quoi que ce soit. Je pense que c'est une ineptie, chacun est libre de sa spiritualité, là n'est pas la question. Mais j'ai toujours pensé l'importance de la bicéphalité de cette démarche-là. Maintenant, pour revenir à votre question, vous me dites, quand on voit le résultat d'Haïti, est-ce que ça en valait le coup? En gros, c'est ça, si je dois traduire votre question. Et je vous réponds une chose, monsieur. Tout d'abord, de un, c'est parce que justement, ils ont été capables de se libérer d'une façon aussi brillante que jusqu'à aujourd'hui, Haïti est l'une des nations les plus colonisées par les ONG occidentales. On ne le dit pas assez. Moi, je suis sur le terrain, j'y vais régulièrement. Je peux vous dire que c'est une réalité. L'exemple d'Haïti, sinistré, aujourd'hui suroccupé par ces ONG-là, ne doit pas nous empêcher de comprendre que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ils sont fondamentalement attaqués que le combat qu'ils ont mené originellement pour tous les peuples africains de la planète est un combat qui doit être oblitéré. Moi je pense qu'il faut analyser les choses dans leur globalité et comprendre que l'attaque qu'ils connaissent aujourd'hui et qu'ils connaissent depuis un certain nombre de temps est la suite logique de leur volonté de résistance, de la même façon qu'il y a des pays, dès lors qu'ils ont voulu prendre leur indépendance, ils ont été fondamentalement attaqués, critiqués, bousculés, déstructurés, déstabilisés, mais on doit être beaucoup plus fort, beaucoup plus solide. Et je dirais un autre exemple. Les indices qui permettent de constater ce qu'est un développement devraient être des indices revus d'une autre façon selon notre propre paradigme. C'est quoi être un pays développé, de 1? C'est quoi être un pays puissant, de 2? C'est quoi être un pays riche, de 3? Le taux de suicide qui existe en France est un taux qui peut-être est supérieur à ce qu'on voit à Haïti. D'accord ? Haïti est un pays considéré comme pauvre, mais il y a moins de suicides à Haïti, si vous analysez les taux de suicide là-bas, qu'il y en a en France. Tout ça pour vous dire que les nations qui se disent développées sont des nations en réalité ultra-capitalistes qui finissent par vider l'être humain de sa propre identité, de sa propre entité, de sa propre ontologie. Et je pense qu'il faut que les populations originelles un peu partout dans le monde puissent revoir la notion de développement, puissent revoir la notion de nation modèle et puis revoir la façon de fonctionner dans la vie de la cité. Politeia, participation à la vie de la cité, on doit revoir la manière dont les choses se déroulent. Je conclue juste en vous disant que Haïti est une terre porteuse de tant d'espoir, c'est une terre peuplée de tant de jeunes, c'est une terre qui se relèvera et je pense que c'est un phare pour la population africaine et diasporique. Et je dis, pour conclure dessus, Malcolm X disait que la Mecque était le centre de gravité de son éveil spirituel. Moi, je dis que Haïti a été pour moi le centre de gravité de ma quintessence spirituelle et de ma quintessence géopolitique. Et c'est grâce à Haïti, je n'oublierai jamais, que nous menons le combat que nous menons aujourd'hui. C'est là l'événement déclencheur que nous vous avons demandé de révéler au début de l'émission. Non, ce n'est pas l'élément déclencheur. L'élément déclencheur, c'est la négrophobie violente que j'ai connue dans les rues, qui ont fait que Kémy Séba a commencé, que je suis, le petit Kémy Séba a commencé à agir. Ensuite, il y a eu un événement qui m'a permis de passer à une autre étape. Mais on ne peut pas exclure cet événement d'une suite logique qui s'est déroulée auparavant, qui a été qualifiée de sinueuse tout à l'heure, mais qui en réalité était beaucoup plus droite qu'on ne le pensait. D'accord. Kémy Séba, nous allons maintenant aborder l'engagement militant du personnage Kémy Séba. Eh bien, depuis que vous avez abordé, vous êtes engagé dans ce combat, il va sans dire que vous dérangez plus d'un. Est-ce que vous avez été ou vous êtes actuellement objet de menaces? On dérange forcément ceux qui veulent maintenir le statu quo. Il y a une époque où on recevait beaucoup plus de menaces. Aujourd'hui, les menaces se déroulent autrement. Les menaces se déroulent dans les pressions qu'on exerce sur vos familles. Les menaces se déroulent sur la manière dont on vous surveille, dont on vous met des pressions. Les menaces se déroulent dans les coups de fil anonymes. Les menaces se déroulent dans des tas de choses. Mais j'ai un gros problème. Comme mon visage l'indique, je suis une tête brûlée. Pas simplement brûlée comme les Éthiopiens qui se décrivaient ainsi, ou du moins les autres qui les décrivaient ainsi, mais brûlée parce que je n'ai peur de rien. De telle sorte qu'à chaque fois que quelqu'un pense nous faire peur, il déclenche encore plus ma motivation pour repousser les limites de l'insoumission. C'est la démarche qui est la nôtre, donc les menaces ne nous effraient pas. C'est un combat dans lequel nous nous sommes lancés depuis bien longtemps. Et nous irons au bout de cette démarche-là. Je tiens, je pense, cette intrépidité de ma mère, qui était quelqu'un qui ne se laissait jamais faire. Mon père aussi ne se laissait jamais faire. Je ne rentre pas dans plus de détails par rapport à la famille, je laisse en dehors de ça, mais juste pour vous dire que ce combat vient de très loin. Et on n'arrêtera jamais. Vous irez au bout, jusqu'au bout. J'irai pour honorer mes aïeux, pour honorer ma famille, pour honorer mes parents, mon père et ma mère, et pour honorer surtout mon peuple. Jusqu'à quel point? Jusqu'à la mort s'il le faut. Et ça, je le dis de toute façon, vous et moi, on va mourir.
Nous tous, il n'y a personne qui sera éternel autour de cette table. Peut-être vous allez mourir avant moi, je ne vous le souhaite pas. Mais je préfère mourir en essayant de faire quelque chose pour notre peuple. Et je pense que c'est notre démarche à tous, raison pour laquelle on décide d'avancer. Kémy Séba, vous avez donc cet engagement militant. Nous avons parlé du franc CFA. Vous avez bien sûr démontré que votre combat va bien au-delà. Quels sont les principaux axes de ce combat que vous menez aujourd'hui? Il y a une triptyque qui définit, je pense, la réflexion politique qui est la nôtre, qui est d'ailleurs l'adage de mon livre Supranégritude, autodétermination, anti-victimisation et virilité du peuple. Et je vais m'en expliquer. Autodétermination. Autodétermination, parce que nous pensons que chaque peuple a le droit d'être déterminé par lui-même et non pas par autrui. Cela sous-tend que nous refusons le paternalisme occidental ou arabe ou autre, des entités qui veulent nous dire comment l'Afrique doit fonctionner, comment l'Afrique doit avancer, comment l'Afrique doit se développer. Nous refusons les indices visant à mesurer notre développement émanant des autres. Nous voulons nous définir par nous-mêmes, pour notre propre destinée. La productivité dans sa conception occidentale n'est pas quelque chose qui est en harmonie forcément avec nos réalités. Nous avons une façon de faire. Je vais reprendre le livre de Samuel Huntington qui parlait du choc des civilisations. Beaucoup de personnes sont restées, en ce qui concerne ce livre, sur l'opposition entre deux blocs, islam et société chrétienne occidentale. Moi, j'ai vu à l'intérieur de ce livre deux autres facettes. Société traditionnelle, bien sûr, contre société ultra-moderne. Et la modernité, comme le disait René Guénon dans son livre, lorsque Guénon critiquait la société moderne en disant que c'est l'âge sombre du développement humain, parce qu'on a fini par chosifier l'homme. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut réenraciner l'homme dans le terroir divin et faire en sorte que ce dernier puisse comprendre qu'il doit être en harmonie avec la nature et non pas en harmonie avec le capitalisme, en harmonie avec la monnaie. Raison pour laquelle, et je termine par là, je pense qu'il est extrêmement important que nous autres Africains, nous comprenions que la vie que nous menons est une vie qui a sa propre valeur, qui a sa propre conception, qui a sa propre ontologie. Les manières dont on voit le développement ailleurs ne sont pas forcément des manières en harmonie avec les nôtres. Je dis un exemple bête et stupide, et j'en arrêterai par là. Certains ont des concepts, certains ont des valeurs. Moi, je ne juge personne, je ne juge pas un homme en fonction de son orientation politique, religieuse ou sexuelle, d'accord ? Mais par exemple, je sais que le mariage gay en Occident a ses réalités. Je ne pense pas que ça ait ses réalités en Afrique. Et je refuse que Barack Obama vienne traiter les gens de barbares ou de sauvages parce que des gens ne sont pas d'accord pour appliquer ce processus-là ici. Ça ne veut pas dire que vous jugez l'être humain. Qu'on soit très clair, je ne fais pas partie de cela. Je ne juge personne. Mais je dis simplement qu'il faut respecter les conceptions de chacun. Nous avons nos propres valeurs. De la même façon que quand certains veulent se moquer des traditions africaines, etc., le sacré n'existe pas en Occident. Les gens se moquent de tout ce qu'ils veulent. En Afrique, le sacré a son sens. Si vous vous moquez des traditions, c'est la tradition qui se moquera de vous. Eh bien, c'est la dimension dans laquelle nous sommes. Nous avons nos propres paradigmes, mais je pense qu'il est important qu'on appuie sur ces dernières. Vous avez parlé également d'anti-victimisation. Anti-victimisation parce que je pense que vient une période en ce XXIe siècle, il faut qu'on arrête de dire nous avons trop souffert, nous sommes trop opprimés, nous sommes trop ceci, nous sommes trop cela. Il est temps d'arrêter de faire couler les larmes. 3 siècles et demi d'esclavage, tout ça, on n'en parle plus. C'est pas on n'en parle plus, c'est on se sert de ça comme carburant pour se relever. Moi j'y pense tous les jours à l'esclavage. J'ai versé des larmes de colère lorsque j'étais à Ouida. J'y suis allé il y a plusieurs années, j'y suis revenu là, cette semaine. J'ai versé des larmes d'aversion. Et je me suis dit que les gens qui ont fait ça n'étaient pas des êtres humains. Et je me suis dit que malheureusement, ceux qui trahissent au sein de notre population leur propre peuple, ils le trahissaient hier et ils existent encore aujourd'hui. CF Macky Sall, CF Alassane Dramane Ouattara et des tas d'autres personnes. Eh bien, la trahison existait hier, elle existe encore aujourd'hui. Donc, quand vous me dites l'esclavage, on n'en parle plus, si on en parle. Mais je veux qu'à la place des larmes, des gouttes de larmes, ce soit des gouttes de sueur qui sortent de nous autres pour obtenir plus que jamais notre libération. Est-ce que le combat d'Israël, suite à la Shoah, vous semble être celui sur lequel il faut se fonder, le modèle que l'Afrique doit suivre? Non, absolument pas, parce que la différence entre Israël et nous, c'est qu'Israël a volé un pays qui n'est pas le sien. Israël a volé la Palestine. Je suis désolé de vous dire qu'à l'époque, tout le monde vivait de manière égale, quelle que soit son orientation, sa confession, sa taille, etc. etc. Mais eux sont venus,
La seule différence entre eux et nous, c'est qu'eux sont venus voler, coloniser une terre, comme les Occidentaux sont venus coloniser nos terres. D'ailleurs, ils sont une sorte de l'extension de l'Occident au Moyen-Orient. C'est pour ça qu'Israël, d'ailleurs, fait les championnats d'Europe des nations, alors qu'ils sont au Moyen-Orient, ce qui est un petit peu étrange. Et ces gens-là, ces entités-là, sont très loin de l'Israël biblique, l'Israël céleste. L'Israël céleste elle-même est une Israël qui n'a pas, je ne suis pas chrétien, mais qui n'a pas été condamnée. On en parle ce qu'on veut, mais l'Israël qu'on voit terrestre à l'heure actuelle est une Israël coloniale. Et je pense qu'il faut l'interroger. Voilà. Donc nous ne nous rapprochons absolument pas. Certains disaient nous sommes des sortes de sionistes noirs, c'est ce qu'ils disaient, ils parlaient ainsi de Marcus Garvey. Mais la différence c'est que nous, quand nous disons Back to Africa, nous ne voulons pas voler, nous ne souhaitons pas voler une terre qui n'est pas la nôtre, nous voulons nous réunir avec les nôtres. Ce n'est pas la même chose. Troisième paradigme de votre combat. Virilité du peuple, qui vient du sanskrit. Virilité du peuple, qui vient du sanskrit. Il y a plusieurs acceptions à la notion de virilité, mais dans l'étymologie, il y a une des acceptions que je développe dans Supranégritude, qui est le terme vira, qui en sanskrit signifie courage, héroïsme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de relever et de révéler l'héroïsme du peuple. Faire en sorte que l'homme et la femme africaine, c'est pour ça que c'est pas dans une dimension machiste, comme certains voulaient le faire croire, faire en sorte que la société civile reprenne sa propre responsabilité, que la société civile reprenne son propre courage, que la société civile comprenne qu'elle est capable de tout faire par elle-même, pour elle-même, et qu'elle n'attende pas les mannes qui tombent de forces extérieures, de forces exogènes. Je veux véritablement qu'on soit dans une démarche qui est tout autre. Voilà un petit peu la réflexion qui est la nôtre. Alors, Kémy, pensez-vous que l'on puisse partager le même combat que vous, sans pour autant adhérer à vos points de vue, sans pour autant partager vos méthodes? Mais la méthode du chirurgien n'est pas la méthode de l'urgentiste. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous voulez toujours qu'on soit tous d'accord dans la manière de faire les... Moi, il y a des gens que je connais, par exemple, qui me disent « Kémy, je ne suis pas d'accord avec tes méthodes. » Je dis « Il n'y a pas de problème, mon frère. » Il me dit « Je pense qu'il y a d'autres voies pour faire. » Je dis « Mais frère, moi, je t'aime. Fais. Mais si tu n'as pas de résultat depuis un certain temps, comprends que peut-être que ta méthode n'est pas la bonne. Fin. Moi, je ne veux pas débattre 1000 ans sur ces questions-là. Vous pouvez très bien avoir, par exemple, d'autres solutions, d'autres propositions à faire. Faites-les. Vous ne verrez jamais en moi quelqu'un qui va s'opposer. Ce que je ne comprends pas, et ce qui me fait souvent rire, parce qu'en réalité je le comprends, c'est que certaines personnes disent « Kémy, je ne suis pas d'accord avec vos méthodes », mais quand vous demandez les méthodes qui sont les leurs méthodes n'ont donné aucun résultat. Peut-être qu'il faut s'interroger sur la pertinence de leur méthode plutôt que de la nôtre. Et peut-être que derrière, et là je ne parle pas de vous, que je sois très clair, mais peut-être que derrière les désaccords de méthode, il y a des petites jalousies, parce que certains ne comprennent pas qu'on soit capable de toucher autant de gens quand eux n'en touchent pas. Et moi, je ne suis pas dans ces querelles ou dans ces nègreries. La seule chose qui m'intéresse, c'est qu'on puisse être dans une démarche d'avancée. Le combat que nous menons, nous ne le menons pas, je ne prends que des coups dans tout ça. Je prends des coups que très peu de personnes seraient capables de prendre. Vous en donnez aussi beaucoup. J'en donne beaucoup parce que je suis un boxeur mental. Et que je me suis formé dans la rue, et que la personne qui va essayer de me déstabiliser, comme dirait Tupac, la personne qui va essayer de me déstabiliser tombera avant moi. Eh bien, c'est la définition dans laquelle je me retrouve aussi. Je ne laisse personne qui veut déstabiliser un combat juste tenir debout longtemps. C'est la démarche qui est la nôtre, mais je le dis, je le répète, il y a une pluralité de méthodes. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'absolutiste, qui signifie, je ne suis pas quelqu'un qui pense avoir la seule solution aux problèmes sur cette terre. Moi, je propose une solution, et je pense que ceux qui ne sont pas d'accord avec les méthodologies qui sont les nôtres, je leur propose de faire mieux. Mais quand je regarde à l'horizon, je ne vois pas d'afro dans mon sillon. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Et vos propos quand même contre les intellectuels africains qui vous... C'est qui les intellectuels? C'est des intellectuels africains qui ont écrit contre vous. Mais ces intellectuels africains ont été nommés par qui, intellectuels? Moi, c'est la question que je vous pose. Un intellectuel, comme disait Fanon, est quelqu'un qui se sert de son intelligence, justement, pour élever sa population. Qui se sert de son intelligence pour défendre les intérêts de sa population. Mais des gens qui sont dans une démarche... Pourquoi se limiter à la définition de Frantz Fanon? Parce que si vous avez d'autres définitions d'intellectuels, donnez-la moi. Il y a une définition dans le dictionnaire. Non, je vous donnez-la moi. Bon, vous allez chercher, d'accord. Donc ce que je veux dire, en attendant que vous ayez trouvé, c'est que moi je parle d'une définition que j'ai. C'est ça qui m'intéresse. À l'heure actuelle, les gens qui se présentent comme intellectuels se servent de leur intelligence pour avoir des pourboires, même pas des salaires, des pourboires ou des morceaux d'acumen, hein, mal mangés, mal mâchés, que leur jette le maître. Ou des morceaux de baguettes que leur jette le maître. Ce sont ces gens-là que vous appelez intellectuels. Ils ont été nommés intellectuels, mais ce sont en réalité des prostituées politiques. Ce sont des personnes qui vendent leur intelligence pour quelques miettes, pour défendre les intérêts des autres plutôt que les leurs. C'est ça, intellectuel. Moi, j'appelle ça des catins. Et je n'ai pas peur de vous dire que ces gens-là qui s'opposent à nous sont des personnes qui s'opposent à nous parce qu'elles ont été formées pour penser contre les intérêts de leur peuple. Et dès lors qu'ils voient quelqu'un faire preuve de virilité politique,
eh bien, ils sont en panique face à ces derniers. Mais moi, j'adore ces gens-là. J'ai vu des clowns, je ne sais pas comment ils s'appellent, un certain Hamidou Anne au Sénégal, qui travaille au Monde Afrique, qui est l'organe de l'Agence française de développement, il faut le préciser quand même. C'est toujours intéressant de le rappeler, et qui est financé aussi par l'OSIWA, Open Society for West Africa. Je ne rentre pas dans plus de détails. De Georges Soros. Tout ça doit nous faire réfléchir. J'ai vu des Racine Ba ou je ne sais trop quoi, enfin des gens qui ne sont connus que de leur mère et de leurs cousins, et qui viennent vouloir vous donner un point de vue politique qui est trop souvent empreint d'occidentalisme, beaucoup plus que d'Afrique. Et quand vous lisez leurs références c'est Hannah Arendt, leur référence c'est Alain Finkielkraut, leurs références ce sont toujours les penseurs occidentaux, mais jamais les penseurs africains, parce que ces gens-là n'ont rien d'africain, si ce n'est leur couleur de peau. Mais leur couleur de peau et leur attitude me fait penser à une attitude de ceux qui ont vendu les nôtres durant l'esclavage et la colonisation, et ces personnes-là sont des personnes que nous combattrons fermement. Et ce sont ces personnes-là qui se cachent derrière la presse du blanc, du yovo pour parler, mais la vérité est la suivante. Nablewea, je le dis et je le répète, quand ils sont face à moi, ces gens-là bégayent et parlent la plupart du temps un autre langage que le langage qu'ils tiennent derrière la presse. Oui, Camille Seba, mais au lieu de cribler de verve ces intellectuels africains, est-ce que vous n'allez pas commencer à les convaincre, déjà à les amener, à les ramener à la raison. Déjà de un, si vous êtes juste et honnête face aux téléspectateurs, et je vous fais confiance pour cela, vous remarquerez que je n'ai pas répondu une seule fois à ces clowns que vous qualifiez d'intellectuels. C'est votre choix, vous avez le droit de lire qui vous voulez, vous faites partie des 5 ou 10 ou 15 lecteurs qui les lisent. Maintenant, vous laissez au rang de clown. Ce ne sont pas des gens sérieux, et ce ne sont pas des gens qui aident l'Afrique, et ce sont des gens qui ne touchent personne. Mais ça, c'est mon point de vue, et j'en suis libre. Maintenant, oui, j'en suis très libre. Et juste pour terminer maintenant, parce que je pense que ce qui intéresse les gens, c'est le fond, beaucoup plus. C'est vous qui décidez de résumer ces gens-là à la dimension intellectuelle. Sachez que ce n'est pas un avis qui est partagé par énormément de personnes, de un, et de deux, qu'il y a plein d'intellectuels qui nous soutiennent. Pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi vous ne parlez pas de l'un des plus grands savants du continent africain à l'heure actuelle en philosophie, qui est le professeur Grégoire Biogo? Pourquoi vous ne parlez pas de Calix Béala? Pourquoi vous ne parlez pas excusez-moi, qu'est-ce que je raconte? Non, on ne fait pas ici la promotion non, mais juste pour terminer. Pourquoi vous ne parlez pas de Théophile Obenga? Pourquoi vous ne parlez pas d'un certain nombre de personnes qui pensent, qui réfléchissent et qui disent que le combat que nous menons est un combat souverain? Vous voulez, c'est-à-dire que la presse française, voyant l'audience spectaculaire qu'on a aujourd'hui dans le monde africain diasporique, a essayé de créer une caricature dans laquelle je trouve que vous tombez légèrement, qui est de dire que nous sommes avec les masses, avec les rues, mais que les élites ne sont pas avec nous. Mais c'est faux, c'est pas vrai. Il y a des tas d'élites qui sont avec nous. Quand Kakouni Boubko sur TV5, malgré les désaccords qu'on peut avoir sur bon nombre de points, dit que le travail que Kémy Seba fait est un travail extrêmement salutaire, et heureusement qu'il est là, on a besoin de lui, il fait sa part de travail, nous faisons la nôtre en tant qu'économistes, pourquoi vous ne relayez pas ce propos? Pourquoi vous relayez simplement les propos de torchons français qui passent leur temps à dire que nous sommes opposés, nous ne sommes pas avec des intellectuels? Déjà, votre définition d'intellectuel, que vous ne m'avez pas donnée, mais peut-être que vous aurez le temps de la trouver d'ici la fin de l'émission, d'accord? Moi, m'inquiète. Un intellectuel, et je vais reprendre même la démarche chartrienne, est quelqu'un qui met son intelligence en mouvement au service de l'histoire pour permettre à la population de s'élever, de se dépasser. Je ne vois pas cela dans les clowns, dans les énergumènes que vous m'avez cités. Et c'est la dernière fois, et je le dis, je le dis parce que leur parler, c'est leur donner naissance. C'est eux qui passent leur temps à parler de moi. Vous remarquerez que je ne parle pas d'eux parce qu'ils n'ont pas d'audience. Ils ne m'intéressent pas. Mais je dis juste, puisque vous m'avez posé cette question, que vous êtes des frères et que je vous aime, donc je vous réponds. J'ai parlé de ces hologrammes une fois. Je ne leur parlerai pas, je n'en parlerai pas 2 fois, parce qu'ils sont un détail de l'histoire et ils seront considérés comme tels par l'histoire. Vous êtes d'une acerbe quand vous les évoquez. Non, c'est que j'aime bien, je suis de génération hip-hop qui aime bien le rythme dans ce qu'il dit, donc j'accélère le processus et j'accélère mon verbe quand il s'agit de parler de ces hologrammes pour passer à un sujet beaucoup plus important. Parlons justement de sujets plus importants. Vous avez décidé de fonder l'ONG Urgence panafricaniste. C'est une démarche qui vient après la fondation de mouvements qui, par le passé, ont été interdits les régime néocolonial français. Aujourd'hui, vous avez c'est une médaille pour nous. Une ONG qui s'appelle Urgence panafricaniste. Est-ce pour donner un visage plus humain à ce combat qui a été jugé trop radical? Moi, vous savez, quand mon ennemi me traite de radical, je me sens comme Neymar qui est sur le podium du Ballon d'Or. Nous n'en sommes pas un. Hein? Vous parlez d'ennemis?
Je ne parle pas de vous, mais je parle de ceux qui m'ont appelé comme ça le premier, radicaux. C'est pas vous qui avez sorti cette définition. Non. D'accord. Merci. Ce sont les médias français. Et c'est vous qui reprenez leur définition. Vrai ou faux? C'est ça la réalité. Donc, juste pour vous dire une chose. Nous sommes là pour vous donner aussi l'occasion de répondre à tout cela. Et moi, je suis ici depuis le départ et je compte rester jusqu'à la fin et même vous inviter à manger le hakouma parce que je comprends votre démarche et je ne vous juge pas. Mais soyez prêts à accepter mes réponses. Bien Donc, sûr, je termine en vous disant que ceux qui m'ont appelé originellement comme ça, radical, sont des entités qui n'aiment pas que le noir se lève, qui n'aiment pas que le noir agisse de manière viscérale dans une logique de liberté et d'autodétermination, pour reprendre l'appellation que l'on exprimait tout à l'heure. Donc, quand vous me dites, est-ce que c'est pour donner un visage plus humain? Absolument pas. L'ONG Urgence panafricaniste est le fruit des expériences diverses de ces mouvements qui ont été interdits par le gouvernement colonial français. D'accord? Et à chaque fois qu'ils nous interdisaient, je me sentais comme Neymar qui est proche du podium du Ballon d'Or. Et chaque fois que j'avais une interdiction au Conseil des ministres, je mettais mon plus beau boubou et je me disais, je me sens appelé. Parce que si le néocolonialisme m'attaque, ça veut dire que je suis dans la bonne direction. Plus sérieusement, l'ONG Urgence panafricaniste est un mouvement de résistance qui a l'appellation d'organisation non gouvernementale parce que ça va beaucoup plus dans la démarche qui est la nôtre en réalité de manière globale, et à l'intérieur de laquelle il y a différentes personnes, différents profils. On a l'ancien conseiller de Laurent Gbagbo, Toussaint Alain, qui est membre du bureau de l'ONG Urgence panafricaniste. Même si on peut avoir des désaccords sur certains points avec lui, ça reste un frère que j'aime profondément. On n'est pas d'accord sur tout dans tout. Il y a Claudie Sillard, qui est membre de l'ONG, membre du bureau Urgence panafricaniste que vous connaissez peut-être, qui travaille pourtant à RFI. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il travaille à RFI, mais ça reste un frère tout comme Toussaint Alain que j'aime profondément. Mais à la base, ça a été fondé par moi-même et mon proche collaborateur et d'autres personnes, Eric Djouti, d'accord, qui est docteur en sciences politiques, qui est avec moi depuis maintenant 14 ans, mon meilleur ami, mon frère, avec lequel nous menons ce combat depuis un certain nombre d'années. Et d'autres personnes, voyant l'audience qu'on a eue, ont compris qu'il était nécessaire de faire table rase des divergences et d'avancer. Et c'est une leçon. Pour que des gens comme Claudie Sillard et des personnes comme Kémy Séba s'asseyent dans le même bateau et se disent on avance dans la même direction, ça devrait faire réfléchir les gens sur le fait qu'il est nécessaire de s'unir et d'aller au-delà des divergences. Alors, est-ce que Kémy Séba envisage un jour de se présenter à une élection législative ou présidentielle? C'est déjà arrivé d'ailleurs, hein. Vous avez failli être candidat à une élection, c'était en 2008, non? C'était une provocation, mais j'ai vu que vous avez bien lu ma fiche Wikipédia, c'est bien. Mais je vous aime pour ça. Mais c'était en réalité une pure provocation, parce que je suis quelqu'un qui a appris depuis très longtemps comment faire paniquer le système. Et nous avions, dans cette ville, décidé de pousser l'oligarchie de cette ville qui privilégiait une communauté et qui, malheureusement, mettait dans des mauvaises situations une autre communauté, en l'occurrence la nôtre. On avait décidé de leur faire peur en leur disant on va se présenter, puisque vous continuez à vous moquer de nous. Et c'est d'ailleurs quand nous avons annoncé... Mais se présenter ne suffit pas pour être élu, vous le savez. Juste pour terminer, de toute façon, je n'ai pas eu l'occasion de le faire puisque j'ai été incarcéré et qu'on m'a privé de mes droits civiques pendant 1 an, si je ne m'abuse. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ne l'ont pas dit. De toute façon, je n'allais pas me présenter. Le but était simplement de soumettre le débat, parce que je ne crois pas en ce système électoral tel qu'il est cité. On vous parle de démocratie. C'est toujours la main qui est derrière, qui est la finance internationale, d'une façon ou d'une autre, qui dirige tout le temps. Et il est très difficile qu'on puisse vous laisser aller dans cette direction. Je vais aller plus loin, étant donné que je suis anti-intégrationniste. Me présenter à l'époque à Sarcelles, ville dont vous parlez, était en réalité quelque chose qui n'était pas en harmonie avec mes réalités. Mais on voulait simplement provoquer. On a réussi complètement notre pari. C'est quelque chose qu'on ne regrette pas. Maintenant, pour répondre à votre question, est-ce qu'on peut me trouver dans une dimension législative ou autre? Moi, je suis un vigile de la société civile. Je suis un gardien de la société civile. Je suis un petit peu comme Cincinnatus à Rome. Quelqu'un qu'on appelait, il était en train de faire son jardinage et quand Rome était en danger, Cincinnatus venait et disait qu'est-ce qui se passe, de quoi vous avez besoin, et il était là pour tenter de tout faire pour... je ne veux pas dire rétablir l'ordre, mais pour que la justice et que l'équilibre puissent régner le plus possible. Bien, je fais partie, pas seul, je ne suis pas seul du tout, on est très nombreux dans l'ONG Urgence panafricaniste, de ces gens-là qui sont dans cette démarche justement d'établir cette lutte de veille de la société civile et de veille de la vie politique de manière générale. Nous faisons de la politique déjà. Politique, politéia, participation, la vie de la cité. Être ce que nous sommes, des activistes, des citoyens consciencieux, des citoyens présents, qui mènent ce travail pour propager la logique de souveraineté, c'est le plus grand travail politique qui existe. Et je vais même aller plus loin pour reprendre les propos de l'un des anciens conseillers des faucons américains, Zbigniew Brzezinski. Du XXe siècle au XXIe siècle, il y aura une transfiguration du pouvoir géostratégique, du pouvoir géopolitique. On passera d'une sphère qui était au départ incarcérée au sein des élites vers une sphère qui sera plus que jamais aux mains des sociétés civiles. Nous y sommes. Le printemps arabe, même s'il y a eu beaucoup de manipulations,
est l'illustration parfaite que nous arrivons à une démarche aujourd'hui où il y a une transfiguration du pouvoir, c'est la rue. On parle souvent des rois, des dirigeants comme des rois, mais si ces dirigeants sont des rois, au XXIe siècle, la rue sera les faiseurs de rois. Et vous parlez du printemps arabe, sont ces mêmes printemps arabes qui ont abouti à l'exécution du colonel Kadhafi. Et c'est pour ça que dans la réflexion que je vous ai donnée, il y a une parenthèse quand je parlais de printemps arabe, même s'il y a eu des manipulations. Et vous me permettez d'apporter de l'eau à mon moulin, parce que évidemment ce qui s'est passé en Libye, à Benghazi et autres, sont l'illustration de la plus grande manipulation qui existait et qui existait à bon nombre d'endroits. On sait notamment que Georges Soros et que ses officines ont financé bon nombre de groupes ou de jeunes activistes pour déstabiliser en réalité des régimes qui étaient considérés comme dérangeants, parfois l'oligarchie. Parfois, c'était des régimes objectivement qui n'avaient rien à faire là. D'autres, comme Kadhafi, étaient des régimes qui dérangeaient l'impérialisme. Ils se sont servis de cela et ils ont fait ce travail. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait avec Kadhafi, c'est ce qu'ils essayent de faire avec Bachar al-Assad en Syrie. On peut en parler dans d'autres sphères, mais c'est quelque chose qu'il est nécessaire de comprendre la manière dont ces gens-là agissent pour être capable de mieux leur résister. Et nous disons toujours que le printemps que nous visons à l'heure actuelle, c'est d'ailleurs pas un printemps, c'est un orage africain, pour reprendre les propos de notre compatriote Sylvestre Amoussou. C'est une tempête civique que nous sommes en train de créer. Ce n'est pas une tempête qui sera une tempête violente, mais ce sera une tempête que nous qualifierons d'intelligente. Très bien, on va poursuivre cette émission. Loris d'abord. Oui, Kémy Séba, vous avez été accueilli en héros à votre descente de l'Avignon. Vous n'y êtes pas pour du tourisme, vous n'y êtes pas que pour saluer les parents, vous y êtes pour asseoir votre base. Où en êtes-vous à ce jour dans votre combat au Bénin? En général, je ne peux pas voir le combat uniquement à travers le Bénin, même si je suis béninois. Je vois toujours le combat à l'échelle globale. Oui. Maintenant, où en sommes-nous dans notre combat? Un général de guerre vous dira qu'il ne révèle pas ses plans au grand public facilement, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que nous avons vu déjà un certain nombre de personnes. Nous sommes en train de structurer, de restructurer, de densifier l'organisation. Et ça fait que quelques jours que je suis là, soyons clairs. Et donc, par conséquent, les choses prendront le temps qu'elles se doivent de prendre. J'irai aussi au village parce qu'il est nécessaire de prendre les forces et les informations là où elles sont, chez nos gardiens de la tradition, qui sont été les véritables centres. Clair là-dessus. Oui, non, mais je suis très clair dessus. Ça, je suis très clair dessus. Nos gardiens de la tradition. Votre village, c'est Savalou? Ça, j'ai pas besoin de vous dire. Si vous voulez qu'après tout le monde, quand je vais y aller, tout le monde va venir me voir. Je vais pas vous donner trop d'informations. Pour le Capotissu, c'est ouais, il n'y a pas de problème. Mais on va dire c'est bas. C'est bas. Voilà. Parce que si vous dites après je suis, tout le monde dira tout le monde saura où je vais. On ne saura pas quel jour vous y allez. C'est vrai. Mais bon, tout ça pour vous dire une chose, c'est que j'irai là où je dois aller. D'accord. Et en dehors de ça, l'autre réalité qui est extrêmement importante, c'est que nous voyons les différents acteurs de cette société civile et nous sommes en train de constituer une force qui se fera entendre partout sur le continent et dans la diaspora. Mais je coordonne les autres fronts parce que le combat au Bénin n'a pas d'importance s'il n'est pas relié aux autres combats. C'est un combat africain dans sa globalité. C'est un combat afro dans sa généralité. Le combat dans les Caraïbes, en Guadeloupe, en Martinique ou ailleurs est un combat qui nous concerne. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que nous faisons partie d'une génération qui ne peut plus accepter que les pions de la France-Afrique soient au pouvoir. Oui, et nous résisterons de la manière la plus pacifique possible, mais de la manière la plus féroce dans nos convictions. Quand vous parlez donc de cette souveraineté africaine, vous avez évoqué de la souveraineté militaire, la souveraineté politique, la souveraineté économique. Je suppose que vous parlez également de souveraineté culturelle. Exactement, souveraineté culturelle, tout à fait. Et justement, on voit quand même, aujourd'hui, vous adoptez un style vestimentaire qui semble se référer au continent. Est-ce par choix volontaire ou il ça vous arrive encore de vous habiller en costume? Non, ça ne m'arrive plus de m'habiller en costume, sauf vraiment parfois des exceptions où tous mes boubous sont au lavoir. Mais sinon, je prends toujours ces tenues pour la simple raison que ces tenues, c'est ma marque. Ça vient de la marque Asset Secrète. C'est la marque de ma famille. Non, KS, c'est mon nom. Mais la marque, c'est Asset Secrète. Et ça a été constitué par la sœur Etouma Seba, qui est ma première reine, et qui a pensé qu'il était nécessaire de concevoir des tenues qui sont en harmonie avec le paradigme africain aussi. Donc, cela ne nous transforme pas en fondamentaliste en disant si tu es habillé en chemise, on te croit, on ne te prend pas au sérieux. Si tu es habillé comment dirais-je,
un petit peu avec une cravate, c'est-à-dire que tu es un aliéné, je ne suis pas dans cette caricature-là, je ne ferai pas partie de ceux qui sont dans cette démarche-là. Mais je pense que c'est important de valoriser aussi notre patrimoine et de montrer que nous avons nos tenues, que nous avons justement une identité. C'est ce que rappelle d'ailleurs ma seconde reine, la sœur Natou, Pedro Sacombi, lorsqu'elle rappelle que nous avons tous un paradigme et que nous devons être en harmonie avec ce paradigme aussi. C'est le combat qui est le nôtre. Vous avez fait allusion plus d'une fois dans vos développements à la métaphysique, au vaudou. Je suis un bousillé de métaphysique. Je pense que s'il n'y avait pas le combat politique, vous ne me verriez plus et je serais peut-être Ougan au moment où je vous parle. Peut-être que je suis en train de le devenir. Mais... Quelle est alors la place de la métaphysique, du vaudou dans votre combat? C'est une place... après, bon, on est au Bénin, on peut se comprendre. Quand je dis ça dans d'autres pays, certains ne peuvent pas le comprendre. Plus que parler de vaudou, si vous permettez, j'aimerais qu'on parle de tradition africaine pour que chacun intègre ce que je vais dire. Elle est centrale. Je le dis et je le répète, l'un des autres voyages qui m'a le plus bousculé et qui m'a le plus appris, c'était, je crois, mon premier voyage en Iran. En Iran, j'ai vu un régime qui tient depuis la révolution de Khomeini, qui s'appuyait sur ce qu'ils appelaient les gardiens de la révolution, qui eux étaient les ayatollahs, c'est le chiisme, hein, leur religion, etc., qui est une branche dissidente, entre guillemets, si j'ai bien compris, de l'islam. Je dis ça de manière provocatrice, c'est un peu plus complexe que cela. Et... ces gardiens de la tradition, ou ces gardiens de la révolution, lapsus révélateur, ces gardiens de la révolution étaient ceux qui donnaient le tempo de la vie politique iranienne. Et j'ai envie de vous dire que depuis 1979, je crois que c'est la révolution qui tient le plus. Et quand j'ai analysé les fondements de cette révolution-là, je me suis rendu compte que parce qu'ils avaient institué dans la tradition qui est la leur, ces gardiens-là, à un rang supérieur à ceux des dirigeants politiques globaux, eh bien, leur régime était beaucoup plus équilibré qu'on ne le pensait. Je me suis dit, ce qu'ils ont fait avec le chiisme, on doit être capable de le faire avec la tradition africaine. De telle sorte qu'il n'y a aucune décision qui est prise, aucune, de notre ONG, sans qu'on puisse s'en référer à des Ougans, à des Mambo. C'est le combat qui est le nôtre. Parce que les gardiens de la tradition ont des secrets qu'il est nécessaire de comprendre, d'entendre. Ils ont été pendant trop longtemps oubliés et il est nécessaire de les remettre au centre des choses. Il n'y a pas besoin d'être afrocentrique pour dire cela, c'est une réalité politique. C'est pour ça que je parle en termes de traditionnaliste. Est-ce que dans votre ONG, il n'y a pas de ces personnes qui n'y croient pas à ces valeurs traditionnelles africaines et qui s'opposent à ce que... Non, personne ne s'oppose, mais on ne force personne. On ne dit pas à tous ceux qui rentrent dans l'ONG, vous devez être vaudouisant, ou vous devez être dans le culte Bwiti, ou kibangiste, ou autre. Non, on ne dit pas ça à nos membres. Il y a des membres dans notre ONG qui sont chrétiens, d'autres membres dans notre ONG sont musulmans, mais tous savent que malgré leurs manifestations religieuses diverses, il y a un rameau commun. C'est ce qu'on appelle le pérennialisme, c'est ce qu'on appelle le traditionnalisme. Et vous verrez dans notre ONG des gens qui peuvent être musulmans, d'autres qui peuvent être chrétiens ou autres, mais tous, et c'est quelque chose qui n'est pas admis normalement dans l'orthodoxie chrétienne ou l'orthodoxie musulmane, mais tous parlent de la nécessité d'honorer les ancêtres. Et ça, c'est une très grande victoire pour nous. Parce que nous savons que nous ne pourrons pas faire en sorte que tout le monde devienne vaudouisant du jour au lendemain, c'est pas vrai. Mais nous pouvons faire en sorte de pousser tous ceux qui peuvent avoir des religions diverses à comprendre que où vous alliez à l'église ou à la mosquée, vous devez mettre au centre de gravité de tout les ancêtres et les honorer. C'est le combat qui est le nôtre. Et c'est une stratégie qui Vous paye. Le faisiez en France ça, vous savez, il y a des gens qui ont mis du temps à comprendre notre stratégie. Qui ont mis beaucoup de temps à comprendre notre stratégie. Qui la comprennent aujourd'hui. J'ai des personnes en 2017 qui m'écrivent et qui me disent « J'ai compris en 2017 parfois tes choix de 2008 ou de 2007 ». Ce que je vous dis là aujourd'hui, ça fait des années que nous sommes dans cette démarche-là. Je vais même aller plus loin. Depuis 2002, avec le parti Kémite, nous sommes dans cette démarche-là. Mais il y a des choses qu'on ne pouvait pas dire à l'époque, parce que si on les disait à l'époque, nous n'allions pas être audibles. Ce que je dis quand je parle librement du vaudou aujourd'hui, je peux en parler, je suis au Bénin. J'en parle depuis 2014 ouvertement via mon livre Black Nihilisme, d'accord? Mais si j'en parlais avant, ça aurait pu ne pas être intelligible. Chaque vérité a son sens quand elle est dite dans un tempo précis. Quand vous êtes véridique trop tôt sur certains sujets liés à la métaphysique, vous pouvez être incompris. Donc on a adopté le logos, le logiciel de réflexion des gens pour être compris progressivement, jusqu'à atteindre aujourd'hui une masse critique qui fait qu'on fait partie, je pense, des panafricanistes les plus, si ce n'est que nous sommes les plus audibles dans la sphère francophone, parce que nous avons été capables d'étudier la psychologie des gens, pour dévoiler progressivement les vérités qui étaient les nôtres. Voilà. Mais je peux même vous dire, et ça je vous fais cette confidence, que même à l'époque où j'ai réintégré
Je me suis rapproché du groupe Nation of Islam Canada. Même à cette époque-là, j'étais déjà dans cette démarche autorisante. Mais je n'en parlais à personne, sauf aux membres de mon entourage. Mais cette stratégie-là, c'est quand je rentre dans la Nation of Islam, j'ai pris des éléments. Quand je quitte la Nation of Islam, le groupe d'études de Montréal, je sais pourquoi je quitte cela. Peut-être que j'ai réuni suffisamment d'éléments pour cette fois-ci pouvoir pleinement être dans cette démarche qui est la nôtre. Voilà. Et c'est la première fois, je pense, c'est important de dire, que je m'exprime aussi longuement sur ces questions-là. Je pense que c'est quelque chose que les gens retiendront beaucoup. Nous l'espérons aussi. Quand dans la démarche métaphysique, vous avez un tel soutien, est-ce qu'il n'y a pas le risque que vous vous sentiez grandir et devenir un gourou? Non. Gourou, c'est celui qui guide. Or, moi, je suis guidé. Qui vous guide? Mes ancêtres. Mais en même temps, vous êtes... Et mon Ougan. Vous êtes, et mon plus grand Ougan, c'est Mao. Mais en même temps, Et vous êtes leader de celui mouvement. qui sait que Mao, celui qui sait que Mao Kolo, que Dieu est grand, ne peut pas être gourou. Ça, c'est ce que l'Occident... En fait, l'Occident commence à affubler un noir de gourou dès lors qu'il est suivi par un nombre de personnes importantes. Oui. Mais moi, je sais qui est mon leader. Mon leader, c'est Dieu dans notre conception métaphysique africaine. Mes leaders, mes guides, ce sont les ancêtres. Mes guides, ce sont les Ougans. Moi, je ne suis qu'un suiveur. Et si aujourd'hui je suis suivi par des centaines de milliers de personnes, c'est parce que je suis dans une ligne de commande qui est précise. Et je ne suis... Il y a un adage qui dit James Bond est l'agent de la reine d'Angleterre. Moi, je dis que je suis l'agent de mes ancêtres. Je suis un James Bond peut-être traditionnaliste africain. Mais en tout cas, la métaphysique est notre arme. On n'a pas besoin de gun. Vous ne nous voyez pas avec des armes, mais nous sommes capables de déplacer des montagnes. Qu'est-ce qui vous vaut cet attachement à la tradition? Ce qui me vaut mon attachement à la tradition, c'est la compréhension du fait que chaque peuple qui s'en est sorti dans ce monde était enraciné dans sa tradition. Beaucoup parlent de la révolution culturelle de Mao en pensant que c'était une révolution simplement intellectuelle, mais c'était une réflexion enracinée dans le paradigme chinois. Quand je vois la révolution iranienne de Khomeini, je suis émerveillé par la capacité par laquelle ils ont été capables de joindre la métaphysique qui est la leur dans la dimension chiite avec la géostratégie. Et bien moi, je veux mêler la géostratégie avec le traditionnalisme africain. Voilà la démarche qui est la nôtre. Il y a quelques années, vous avez rencontré le président Mahmoud Ahmadinejad. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher chez le président Ahmadinejad? Moi, je ne vais rien chercher. Je rencontre. Quand je rencontre des personnes, c'est des rencontres politiques. J'ai été reçu par les autorités vénézuéliennes aussi. J'ai été reçu par les autorités, non pas Chavez, mais par un des anciens ministres de la Justice. D'accord. J'ai été reçu par Mahmoud Ahmadinejad. Ce sont des gens que je considère comme des Fidel Castro modernes. Alors Mahmoud Ahmadinejad, comme le feu Hugo Chavez, étaient des personnes qui ont mené un travail de fond pour lutter contre l'hégémonie occidentale. Et moi, toute personne qui lutte contre l'hégémonie occidentale, quels que soient les désaccords sur certains détails que je peux avoir avec cette dernière, je l'aime, fondamentalement, sans aucun scrupule. Et je peux même vous dire que j'ai été profondément ému par l'accueil que j'ai reçu vis-à-vis de ces derniers, qui nous voient comme des petits Sankara ou des petits Lumumba qui sont en train de grandir et de porter une nouvelle voie pour la jeunesse africaine. Et ils disent qu'il manque à l'Afrique, il manquait à l'Afrique des jeunes, une jeunesse africaine qui n'avait plus peur de dire les choses telles qu'elles étaient. Donc, quand des Vénézuéliens ou des Iraniens me disent ça, sachant que ces nations étaient des nations qui s'opposaient plus que jamais, moins maintenant. Enfin, le Venezuela, si, il s'oppose, mais ils connaissent une situation dramatique. Et l'Iran, depuis que Ahmadinejad est parti et qu'il a été succédé par Rouhani, c'est très différent. Mais toutes ces personnes-là sont des personnes qui, moi, m'ont touché. Et ont contribué aussi à la constitution d'une réflexion intellectuelle sur le terrain géostratégique encore plus dense, je le pense. Alors, Kémy Séba, d'où vient alors le financement à vos différents combats, vos différentes actions pour l'émancipation du peuple noir? Je m'en suis jamais caché, même si certains ignorants ont voulu faire croire, parce qu'ils nous voyaient avec tel président, avec tel ceci, donc ils ont voulu faire croire qu'on était financé par tel ou tel, qui est une ineptie. Si c'était le cas, les médias français, surtout les services français qui me surveillent, on aurait attesté depuis longtemps. Et ce ne serait pas dans des forums de discussion que ces informations sortiraient, ce serait dans les journaux, les médias mensonges occidentaux. Ce qui n'a jamais été le cas. Parce qu'ils savent très bien que je peux les attaquer en diffamation pour mensonge, parce qu'ils n'ont pas d'éléments dessus. Mes sources de financement sont très claires. C'est Nicolas Anelka, qui est l'un de mes amis proches, l'un de mes frères sur lesquels je compte beaucoup. Des frères comme Dembaba,
des frères comme les frères Fati, différents footballeurs qui croient en la dimension qui est la nôtre, d'accord, différents entrepreneurs africains, businessmen africains qui croient en la dimension qui est la nôtre et qui nous soutiennent fondamentalement. Et c'est un financement 100% endogène, africain ou diasporique, mais qui reste afro de manière générale, qui croient en notre démarche, qui nous soutiennent et qui nous permettent de mener le combat que nous menons. Et qui permettent à l'ONG Agence panafricaniste, sans être milliardaires, nous sommes bien moins riches que les organisations financées par l'Occident, mais on réussit à se débrouiller et à mener le travail exceptionnel que nous menons. Quel travail fait exactement l'ONG Agence panafricaniste au-delà de la résistance souverainiste sur le terrain, il me semble? Elle fait un travail de sensibilisation, elle fait un travail au-delà de ça, de prise en charge des populations les plus paupérisées. On a distribué un certain nombre de reprises et on le fait de manière régulière dans différents pays. Mais c'est la même chose que font les ONG occidentales que vous combattez. Sauf qu'à côté, elles ne luttent pas pour le souverainisme africain. C'est ce qui nous différencie. Vous avez réponse à tout. Oui, je suis formé pour ça. Kémy Séba, votre mot de fin. C'est déjà la fin? Je croyais qu'on n'avait pas encore commencé. Vous voulez en dire plus? Vous avez encore des choses à dire? Mais il n'y a pas de problème. Mais tout ça pour vous dire en tout cas que j'étais ravi. Cette interview sans langue de bois. Je pense que c'est l'une des plus longues interviews que je donne et je l'ai donnée, j'ai accepté de la donner parce que vous êtes une télé qui a beaucoup d'énergie. Merci. Une télé qui est dans une démarche de vivacité réelle. Moi, je suis fier de voir des jeunes journalistes, enfin jeunes. Vous êtes plus vieux que moi apparemment, puisque je suis né en décembre. La génération 81, et voilà, et vous êtes tous nés avant moi. Mais je suis ravi de voir des frères aussi énergiques que vous. J'espère qu'il y a des sœurs aussi, parce que l'Afrique ne se lèvera pas sans les sœurs. D'accord. Mais je veux dire à tout le monde que c'est notre génération qui doit prendre ses responsabilités. Notre génération est celle en dessous, et ceux un petit peu au-dessus aussi. On a un devoir. Frantz Fanon disait dans une relative opacité, chaque génération doit trahir sa mission ou l'accomplir. Nous faisons partie de ceux qui allons l'accomplir. Mon rôle, c'est d'honorer les miens. D'honorer en priorité Mahou, Dieu, que certains appellent Olodumare, que certains appellent Jah, que d'autres appellent Allah, que d'autres appellent Yahvé, peu importe. Voilà, c'est Dieu l'unique en tout cas. Mon rôle est de faire en sorte que notre population puisse profiter de ses propres richesses et de ses propres ressources, de ses propres matières premières. Mon rôle, c'est que notre population puisse comprendre que ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple doit le faire lui-même. C'est le rôle de notre ONG Agence panafricaniste. C'est le rôle dans lequel nous sommes lancés moi-même, Eri Djouti, et des tas d'autres frères et sœurs, comme la sœur brillante Dey Nogai Babelso, comme le frère Kamal Aradji, qui est un brillant activiste et qui est notre représentant ici au Bénin, et comme Hervé Ouattara au Burkina Faso, et des tas d'autres personnes. Mon rôle, c'est d'honorer les nôtres. Mon rôle, c'est de faire en sorte que celles qui sont les piliers de notre combat, de notre lutte, en ce qui me concerne la sœur Etouma et la sœur Natou par exemple, soient des personnes qui soient fières du travail que nous menons, parce que sans nos sœurs, sans nos femmes, nous ne pourrons pas avancer. C'est dans ce combat que nous nous lançons, c'est dans ce combat que nous avançons, que nous nous élevons, et nous mènerons ce travail le plus loin possible, parce qu'il y a des tas d'hommes et de femmes un peu partout qui sont dans cette dynamique aujourd'hui de vouloir être réveillés et qui n'attendent qu'une seule chose, la flamme que nous propageons. Merci Kémy. Merci Kémy Séba, chers téléspectateurs, chers auditeurs sur Diaspora 102.3 FM et bien sûr Eden TV. Nous avons eu le plaisir aujourd'hui de parler avec Kémy Séba. Vous l'avez entendu, c'est l'entretien le plus long qu'il ait jamais donné. Nous l'avons avec lui. Il a abordé son actualité, son retour au Bénin, son retour à l'endogénéité. Nous avons abordé sa passion pour le souverainisme, pour la lutte pour l'indépendance et l'émancipation des peuples africains. Kémy Séba a fait l'honneur à notre plateau à Eden TV et Diaspora FM de ne refuser de répondre à aucune question. Ça a été chaud, vous avez pu vous en rendre compte à des moments bien donnés. Kémy Séba a toujours été chaud, surtout, oui. Surtout, effectivement. Kémy Séba était donc notre invité. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez donc Dimanche Politique ce soir à 21h sur Eden TV et à très bientôt pour de nouvelles émissions.